Le yoga du rêve, Namkhai Norbu. Préface. Conscient de l'importance et de la nécessité de la pratique de la nuit, j'ai expliqué de nombreux aspects des rêves dans cet ouvrage présenté par mon élève Michael Katz. J'espère que sa lecture offrira aux personnes qui manifestent déjà un intérêt pour ce sujet ou qui se sont engagées dans un travail sur leurs propres rêves l'occasion d'approfondir leurs connaissances, et que celles qui n'ont pas encore d'expérience réelle de leurs rêves découvriront, grâce à ce livre, l'importance du rêve et du travail sur le rêve. Mériga, 10 mars 1991, année du fer mouton, 1er mois, 25 jours. Chogyal Namkhai Norbu. Introduction par Michael Katz. Par une nuit obscure des années 50, je me précipitais hors de mon lit et me blottissais contre la porte de la chambre de mes parents, terrifiée, encore à demi endormie. Je devais avoir environ 5 ans, et la scène saisissante d'un cauchemar demeurait toute fraîche dans mon esprit. L'image d'un serpent enroulé dans mon lit semblait tout à fait réelle, et l'affirmation de mes parents que ce n'était qu'un rêve ne me rassurait guère. C'était un des rêves les plus anciens dont je me souvienne. Il s'est répété maintes et maintes fois durant mon enfance et mon adolescence, et aujourd'hui encore. Alors que j'approche de la cinquantaine, il se produit parfois. Qu'est-ce qu'un rêve ? Un rêve répétitif concernant des serpents a-t-il une signification particulière ? Les serpents seraient-ils des messagers de l'inconscient ? Pourraient-ils représenter les premières pulsions sexuelles d'un enfant ou le message issu d'un autre ordre appelé Naga, les rois serpents par les Tibétains ? Peut-être le rêve ne peut-il être compris que dans le contexte de la vie du rêveur et donc posséder un sens personnel spécifique ? Données archétypes, angoisses et inquiétudes personnelles, prédictions de l'avenir, échanges avec des êtres d'autres dimensions. Selon les maîtres du travail sur les rêves, tout ceci a sa place dans les rêves. Cependant, il faut nuancer cette affirmation en ajoutant que peu d'individus font l'expérience d'un registre de rêve aussi étendu. Pour la plupart des gens, rêver consiste à réarranger les impressions de la journée dans le contexte des souhaits du rêveur, de ses peurs et de sa personnalité. Dans les années 50, malgré l'existence de quelques philosophes et de quelques penseurs contemporains pour qui le rêve présentait un renouveau d'intérêt, la plupart des Américains, j'étais de ceux-là, considéraient que les rêves ne signifiaient pas grand-chose. Ce joyeux état de fait fut bientôt modifié par le bouleversement des années 60. Émergeant du creuset des crises personnelles et collectives provoquées par les drames de cette décennie, et coïncidant avec la popularité du yoga et des diverses formes de méditation, la conscience des rêves commença à s'imposer à nouveau à la culture générale, et à moi-même. Mes souvenirs de mes rêves, depuis ma tendre enfance jusqu'aux années d'université, ne sont guère plus qu'une masse confuse. Les images très vivantes et les souvenirs très précis de l'enfance ont perdu leur éclat pour devenir des images fugaces. Parfois même, une absence totale de souvenirs. En 1978, cependant, mon expérience et ma compréhension de la condition de rêve se transformèrent radicalement. Je m'étais rendu en France pour étudier auprès d'un lama tibétain célèbre, Dudjom Rinpoché. Il enseignait entre autres sujets le yoga des rêves. Rinpoché insistait sur la nécessité de s'efforcer de rester conscient jusque dans l'état de sommeil. Il déplorait qu'une opportunité si précieuse de développement personnel fût gaspillée. Je quittais la tente où les enseignements étaient donnés dans un état étrange. Tout ce que je voyais ou entendais semblait un rêve, dû sans aucun doute au pouvoir de transmission de ce grand lama. Cette façon inhabituelle de percevoir dura toute la journée et jusqu'au moment où, le soir venu, je m'apprêtais à m'endormir. Je résolus de suivre les instructions de Rinpoché destinées à développer une conscience lucide et prier pour son assistance. Cette nuit fut elle aussi inhabituelle. Je m'endormis mais devins bientôt conscient que je rêvais. Je me trouvais dans un état de conscience lumineuse. Ce fut ma première expérience consciente du sommeil yogique et de la lumière naturelle de l'esprit. En raison des voiles qui obscurcissaient mon esprit, je ne fis pas de grands progrès dans les pratiques du yoga des rêves et de la lumière naturelle. En fait, sans cette unique expérience, j'aurais probablement relégué tout le sujet dans la province des exploits yogiques inaccessibles aux gens ordinaires. Ce ne fut que quelques années plus tard,
pendant une retraite solitaire de 21 jours, que j'eus une autre expérience de rêve yogique qui s'avéra passionnante et transformatrice. Au bout de 2 semaines, ma retraite s'était considérablement approfondie. Chaque nuit, je suivais les instructions de Rinpoché afin de développer ma capacité pour le yoga du rêve. La pratique intensive de méditation atteignit 10 heures par jour et mon esprit devint plus fort. Je m'émerveillais de pouvoir me rappeler jusqu'à 8 rêves par nuit. Cette nuit-là, j'eus la réalisation soudaine que j'étais en même temps endormi et conscient que je rêvais. À l'instant même de la réalisation, les couleurs du paysage de mon rêve devinrent saisissantes de vie et d'intensité. Je me trouvais debout au bord d'une falaise, à mes pieds s'étendait une vallée vaste et magnifique. Je me sentais à la fois détendu et électrisé, et je me rappelais à moi-même que ce n'était qu'un rêve. Ayant brièvement parcouru des yeux le paysage merveilleux, je décidai de faire un pas de plus, au propre et au figuré. Si c'était réellement un rêve, il n'y avait pas de raison pour que je ne puisse pas voler. Je bondis dans l'espace, mais au lieu de voler, je m'aperçus que le rêve se transformait à nouveau. Ma conscience, toujours lucide, semblait se trouver sur un escalier. Mon corps ne faisait plus partie du rêve, mais je montais les marches. J'en avais franchi une et m'apprêtais à franchir la suivante quand le rêve changea de nouveau. Cette fois, il était noir, sans image d'aucune sorte. Je résistais à l'impulsion d'ouvrir les yeux. À dire vrai, je ne savais pas quoi faire, mais j'émis le souhait que les images reviennent, et leur enjoignis de revenir, et soudain, je me trouvais à nouveau sur l'escalier. Cette réapparition de l'image de l'escalier ne dura qu'un instant, et je m'éveillai. L'expérience avait été passionnante du début à la fin. Aujourd'hui encore, je la considère comme l'une des expériences les plus significatives de ma vie. Le lama qui dirigeait la retraite la compara au fait de réussir son permis de conduire. Par la suite, j'ai connu de nombreux épisodes de lucidité pendant les rêves. Ils n'ont pas lieu toutes les nuits, mais je puis dire qu'ils se produisent régulièrement. Leur fréquence augmente pendant les périodes où je pratique la méditation de manière intensive, comme par exemple pendant les retraites. De plus, j'ai découvert que le fait de me réveiller pendant la nuit et de pratiquer la méditation occasionne souvent des rêves lucides quand je me rendors. Au cours des années, j'ai eu également des rêves qui étaient de nature extra-lucide. Par exemple, tandis que je faisais une retraite, je rêvais de mon ami. Bien que je n'ai pas été lucide durant le rêve, mon souvenir en était très net. Son image était apparue, lumineuse, rayonnante, et cependant elle sanglotait. J'avais prévu de passer la chercher à une gare de chemin de fer dans le nord de l'État de New York le lendemain. Afin de tester mon rêve, je lui dis que j'étais désolée qu'elle eût été perturbée la nuit précédente. À son air surpris, je sus instantanément que mon rêve était vrai. Elle me dit qu'elle avait été malade et avait effectivement pleuré amèrement. Comme je l'ai déjà mentionné, ces expériences étaient manifestement plus fréquentes quand j'avais l'opportunité de pratiquer la méditation ou les instructions sur le yoga des rêves de façon intensive. Ce fut durant une période de ce genre que je rejoignis Namkhai Norbu Rinpoché pour un séminaire à Washington, D.C. Une de ses plus anciennes élèves qui l'accompagnait dans ses déplacements était tombée gravement malade. Au cours d'un rêve, je me trouvais en compagnie de Namkhai Norbu Rinpoché. Il était très préoccupé par l'incident de santé de son élève. Je lui dis « Rinpoché, elle va mourir ». Et il me répondit « Non, je l'ai soignée, elle commence à aller mieux ». Le jour suivant, nous apprîmes la bonne nouvelle qu'elle se rétablissait effectivement. Cependant, fait plus surprenant encore, Norbu était conscient, avant que je lui en parle, de notre conversation pendant le rêve. Par la suite, je fis d'autres rêves dans lesquels il me parlait. Quelquefois, je trouvais une réponse intelligente à lui faire. Norbu prenait grand intérêt à ses expériences et lui arrivait de me demander le jour suivant si j'avais fait un rêve intéressant pendant la nuit. Parfois, quand il m'interrogeait et que je n'avais gardé qu'un vague souvenir du rêve, il me disait « Il faut vraiment essayer de nouveau de vous en souvenir ». Il y a peu de temps, je rendis visite à mes parents dans la maison où ils ont toujours vécu depuis que je suis né. Je dormis dans la chambre où je dormais étant enfant. Pendant mon sommeil, je rêvais qu'un serpent se trouvait avec moi dans le lit. Il n'était pas menaçant, mais semblait plutôt vouloir se blottir contre moi comme un animal domestique. Bien que je n'ai pas été complètement lucide, je me souviens de m'être demandé que faire de ce serpent amical, mais franchement inopportun. À mon réveil, je réfléchis pendant quelque temps à ce rêve et à sa signification. Peut-être en étais-je venu à me sentir plus à l'aise avec ce qui m'effrayait autrefois.
D'un autre côté, je me souvenais de la remarque de Norbu selon laquelle les rêves, quand ils gagnent en clarté, peuvent commencer à ressembler à une conférence des Nations Unies. Le serpent de mon rêve pouvait-il être un délégué ? Norbu soutient en effet qu'il existe plusieurs catégories d'êtres avec lesquels il est possible de communiquer au sein de l'état de rêve. Des théories innombrables ont été élaborées pour expliquer l'ensemble des expériences au caractère universel auxquelles nous donnons le nom de rêve. Bien que ces théories puissent être radicalement différentes en ce qui concerne l'origine et la signification des rêves, elles s'accordent généralement pour dire que les rêves sont souvent mystérieux, puissants et créatifs. Les rêves ont occupé une place centrale dans de nombreuses sociétés. Dans la plupart des cultures, on ne doutait pas de l'importance de l'acte de rêver et l'on encourageait l'aptitude à se rappeler les rêves et même à les modifier consciemment. Les rêves ont tenu une place importante, parfois de premier plan, dans les religions. Ils ont aidé à la survie, inspiré des motifs sacrés à l'art et l'artisanat et indiqué une ligne d'action en temps que guerre, de crise ou de maladie. La personne qui avait fait un grand rêve était souvent appelée prêtre ou prêtresse, titre que lui valait le fait d'avoir été béni par les dieux. Les anciens Égyptiens, de même que d'autres peuples traditionnels, interprétaient systématiquement les rêves en vue de défricher les messages des dieux. Les prêtres égyptiens, appelés maîtres des choses secrètes, étaient considérés comme des intermédiaires. L'avènement de l'écriture permit de conserver la trace du savoir sur l'interprétation des rêves. Un des premiers livres, écrit en Égypte il y a quelques 2000 ans, qui traite de ce sujet, est contenu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le papyrus Chester Beatty. Dans de nombreuses cultures, les rêveurs qui se préparent à recevoir un rêve important ou destiné à la guérison prennent part à des rituels complexes. Ces rituels, fort répandus dans l'histoire ancienne, sont très bien documentés dans les sociétés amérindiennes, ainsi qu'en Asie et dans la Babylone, la Grèce et la Rome antique. Dans des cérémonies d'invocation ou d'incubation figuraient des rituels conduits par des initiés expérimentés. Ces cérémonies prenaient fréquemment place dans des temples spéciaux construits sur des sites sacrés, importants et beaux. Après avoir fait des offrandes aux dieux destinées à la purification, le candidat au rêve buvait parfois une potion afin d'intensifier son expérience. Selon la culture, les ingrédients de ces potions pouvaient contenir des substances psychotropes diverses. Les lieux sacrés étaient souvent choisis par l'entremise de la science ésotérique de géomancie ou de la révélation métapsychique d'un prêtre. L'emplacement de ces temples était particulièrement important pour les Grecs anciens, par exemple, car ils considéraient que leur divinité chtonienne résidait dans des lieux spécifiques. Tous les aspects du temple lui-même étaient conçus de façon tant à mobiliser et stimuler le fonctionnement de l'esprit inconscient qu'à invoquer les esprits. En Grèce, par exemple, le culte d'Asclépios, le dieu oracle, était symbolisé par un serpent, et les candidats au rêve dormaient souvent dans des endroits où les serpents circulaient en abondance. Après des rituels complexes, Asclépios apparaissait fréquemment aux rêveurs sous la forme d'un homme barbu ou d'un animal, et il n'était pas rare que l'individu se réveillât guéri. À l'apogée de leur popularité, ces centres asclépiens pour l'incubation des rêves se comptaient par centaines. Des exemples de guérison par l'entremise de rituels de ce type sont aussi très répandus dans les cultures chamaniques contemporaines. Par exemple, Richard Gossinger, auteur de nombreux ouvrages sur l'ethnographie du rêve, cite des sources amérindiennes provenant des tribus Crow, Blackfoot, Kwakiutl et Winnebago. Celles-ci rapportent des rêves dans lesquels un animal ou un oiseau, un serpent par exemple ou un plongeon, apparaît et enseigne des traitements qui, une fois appliqués dans l'état de veille, s'avèrent détenir un pouvoir de guérison. Les rêves ont également inspiré certains progrès importants de la science. Le plus célèbre est sans doute celui qui fut à l'origine de la découverte par Kekule de la structure moléculaire de la benzène. Voici le récit qu'il en fit. Mon esprit était ailleurs. Je tournai ma chaise vers le feu et m'assoupis. À nouveau, les atomes gambadèrent devant mes yeux. Cette fois-ci, la plupart des plus petits groupes se tenaient à l'arrière-plan. Instruit par plusieurs visions de ce type, je pouvais maintenant distinguer mentalement de grandes formations aux formes diverses. De longues chaînes, tout était en mouvement, se tordant et ondulant comme des serpents. Et soudain, qu'était-ce ceci ? Un serpent attrapa sa queue et, narquoise, la forme tournoya devant mes yeux. Je m'éveillai comme frappé par la foudre. Cette fois encore, je passai la nuit à calculer les conséquences de cette vision.
C'est en rêvant que le chimiste russe Mendeleïev découvrit la méthode de classification périodique des éléments selon leur poids atomique. En rêvant qu'Elias Howe acheva son invention de la machine à coudre. Une partie de la théorie de la relativité vint à Einstein dans un rêve. D'autres créations inspirées par des rêves comprennent des chefs-d'œuvre littéraires tels que La Divine Comédie de Dante, Candide de Voltaire, Le Corbeau de Poe et Ulysse de James Joyce. Robert Louis Stevenson pouvait, pendant qu'il rêvait, formuler des histoires qu'il écrivait ensuite et publiait. Les rêves inspirèrent même des compositions de pop music à Billy Joel et Paul McCartney. En dépit de ce type inhabituel de rêve, notre société dans son ensemble a perdu le contact avec l'art de rêver. Cependant, un intérêt généralisé pour le pouvoir créatif des rêves est récemment réapparu. Il émerge de plusieurs disciplines divergentes, comprenant la science, la psychologie occidentale des profondeurs, l'étude des cultures indigènes dont l'existence est aujourd'hui davantage reconnue, et la religion. La science et les phénomènes oniriques. La description scientifique moderne des phénomènes oniriques a suivi la découverte en 1952 par Kleitman et ses étudiants, que le fait de rêver était accompagné de mouvements des yeux. Des expériences plus récentes ont révélé d'autres faits concernant le rêve. Nous savons par exemple que tout le monde rêve et que la période onirique occupe environ 25% du sommeil. Les rêves sont extrêmement importants pour la santé mentale. Rêver est une activité du cerveau droit et pratiquement tous les rêves sont accompagnés de mouvements des yeux, sommeil paradoxal. Le sommeil comporte 4 phases ou degrés de profondeur, mais les rêves se produisent uniquement dans la première phase. Nous savons également que nous traversons les 4 phases du sommeil plusieurs fois dans une nuit typique et que par conséquent, nous rêvons plusieurs fois par nuit. On a observé qu'une personne qui est privée de son temps de rêve le récupérera les nuits suivantes. À mesure que nous approchons de l'aube, nous consacrons davantage de notre temps de sommeil aux rêves. Examinons à présent le phénomène des rêves lucides. Ce sont des rêves inhabituels dans lesquels la personne se trouve soudain consciente d'elle-même ou lucide pendant qu'elle rêve. Des récits de rêves lucides que la science écartait fréquemment autrefois, mais dont elle a aujourd'hui vérifié l'évidence, existent dans la littérature depuis des millénaires. Aristote, par exemple, déclarait « Car souvent, lorsque nous dormons, quelque chose dans notre conscience nous signale que ce qui se présente n'est qu'un rêve. » Au début de ce siècle, un psychiatre hollandais nommé Van Deden étudia ce phénomène de façon systématique et inventa l'expression rêve lucide pour le décrire. Avant lui, le marquis d'Hervé de Saint-Denis avait analysé les phénomènes du rêve et publié ses conclusions en 1867 dans le livre Les rêves et comment les guider. Il y décrivait sa capacité à s'éveiller dans ses rêves ainsi qu'à les diriger. Steven Laberge, chercheur contemporain sur les phénomènes oniriques, développa une méthode utilisant les mouvements oculaires qui accompagnent l'action de rêver afin d'entraîner des individus à la lucidité. Les sujets d'une expérience écoutaient un enregistrement qui répétait la phrase « Ceci est un rêve » à intervalles de quelques secondes. On passait cet enregistrement au début de chaque période de sommeil paradoxal. Laberge demandait alors à ses sujets endormis de signaler leur lucidité en bougeant les yeux d'une manière convenue à l'avance. À peu près 25% de ces sujets étaient capables, grâce à cette technique, de parvenir à la lucidité dans leur état de rêve. Plus récemment, Laberge a inventé un appareil à lumière de rêve que l'on porte sur le visage comme un masque et qui détecte les mouvements des yeux associés au rêve. Les mouvements oculaires déclenchent une lumière rouge intermittente de faible intensité qui peut signaler à une personne qu'elle est en train de rêver. Le participant à un séminaire sur la conscience de rêve fit le compte-rendu suivant qui peut servir à illustrer le phénomène d'un état de vigilance ou de lucidité au cours d'un rêve. Le mercredi 13 janvier 1988 au matin, je devins conscient que je rêvais et je décidai que la meilleure chose à faire était de voler dans le ciel. Je m'accrochai à un avion à réaction et nous montâmes très haut dans la stratosphère. Alors je fis faire demi-tour à l'avion afin de pouvoir m'y suspendre et contempler le monde. Je regardai en bas et vis la terre comme une grande sphère. Puis je lâchai prise et étendis les bras afin de mieux me maintenir dans les airs. Je planai, au propre et au figuré, très haut dans le ciel, afin de m'imprégner de l'immensité et de la beauté de ce vaste océan vu d'en haut. Peu de temps après,
Je glissais plus bas, très lentement, et me trouvais au-dessus d'une île magnifique. La vue de l'île m'était agréable. C'était un matin de bonheur. Une lumière sereine et unie permettait de distinguer clairement les mâts immobiles des nombreux yachts amarrés dans le port. Au-delà de ces grands mâts et des ponts blancs s'élevaient des collines dans lesquelles des maisons étaient construites. C'était un spectacle splendide et majestueux que ces yachts et ces montagnes dans la lumière claire et unie du matin. Il évoquait la combinaison de deux endroits où j'étais allé. À Paxos en Grèce, de nombreux yachts sont amarrés et à Martin City en Californie se trouvent des maisons construites dans les collines. Je continuais à contempler ce spectacle et retombais ensuite dans un type de rêve plus général où je ne contrôlais plus ce que je voyais, ni ne déterminais ce que je voulais faire. Ce qui précède est représentatif dans la mesure où des rêves lucides comportent fréquemment un épisode de vol. Certaines fois, le rêveur est d'abord conscient qu'il vole, puis devient soudain lucide. D'autres fois, il devient lucide et essaie ensuite de voler. L'expérience qui précède a encore une particularité en commun avec celle d'autres rêveurs, c'est que le sens des couleurs et des émotions y est avivé et que le rêveur a l'impression de participer à une expérience grandiose et somptueuse. Cependant, tous les rêves lucides ne se caractérisent pas par l'expansion. Kenneth Kelzer, écrivain et rêveur lucide, ayant eu une série de rêves lucides dont le thème persistant était de se trouver à l'intérieur d'une prison, dit ceci. Le symbole de la cellule de prison dans ces trois rêves me fournit le rappel essentiel que je suis toujours prisonnier, œuvrant toujours pour atteindre la plénitude de liberté mentale à laquelle j'aspire. Les rêves et la psychologie des profondeurs. Au siècle dernier, l'expansion effrénée de la technologie industrielle fut chèrement payée. Elle favorisa, pour des raisons complexes, l'éclosion des guerres mondiales. La destruction et les pertes humaines sur une grande échelle entraînèrent une remise en cause des valeurs, particulièrement celles qui étaient de nature religieuse et morale. Pour se défendre du spectre de l'apocalypse, du désespoir provoqué par la perte de sens et de l'effondrement apparent de la cérémonie religieuse occidentale, les penseurs contemporains cherchèrent à comprendre le fonctionnement de la psyché en étudiant des phénomènes moins conscients comme les fantasmes et les rêves, élaborant ainsi l'approche de la psychologie des profondeurs. Le fait de susciter et de développer la conscience des processus inconscients était perçu comme favorable à la guérison d'une âme lasse et troublée. Sigmund Freud, fondateur de la psychologie moderne occidentale, appelait le travail sur les rêves la voie royale de l'inconscient. Il participa au renouveau de l'intérêt pour les rêves. L'orientation de son ouvrage fondamental, L'interprétation des rêves, s'écartait radicalement de la théorie psychiatrique occidentale contemporaine. Freud affirmait que les rêves constituent des représentations symboliques de souhaits réprimés qui sont, pour la plupart, de nature sexuelle. Par l'intermédiaire du processus de l'accomplissement du désir, le rêveur libère l'excitation de la pulsion. Freud pensait qu'un rêve était généralement organisé d'une manière déguisée ou symbolique parce que ses désirs ou pulsions étaient inacceptables. Remarquant qu'un seul rêve pouvait représenter une quantité énorme de données personnelles, Freud posa comme principe que chaque personnage ou élément du rêve était la concrétisation d'un symbole. Le processus d'association d'idées pouvait permettre de trouver la solution du labyrinthe que la signification du rêve représentait. Les techniques consistant à dresser la liste de toutes les idées associées à un rêve continuent à être largement utilisées par les analystes contemporains. Par contre, le fait que Freud ait admis l'existence de phénomènes de télépathie dans l'état onirique a été moins reconnu. Ceci fut publié dans ses conférences sur la psychanalyse en 1916. Carl Jung fut sans doute le premier psychologue occidental à s'intéresser au bouddhisme et aux religions orientales. Jung, qui avait été un proche élève de Freud, se sépara par la suite de son mentor. Il expliqua qu'il ne pouvait accepter ni l'insistance excessive de Freud sur l'origine sexuelle de toute répression, ni ses vues étroites et anti-religieuses. Jung considérait la libido comme une énergie psychique universelle, tandis que Freud ne l'envisageait que comme une énergie sexuelle.
Jung émit également l'hypothèse de l'existence d'une mémoire culturelle profonde et globale, accessible par l'intermédiaire de rêves intenses, à laquelle il donna le nom d'inconscient collectif. Il le considérait comme un fond riche et puissamment agissant de la mémoire collective de l'humanité. L'hypothèse de Jung était que les rêves compensent habituellement un déséquilibre dans la vie éveillée du rêveur et qu'ils amènent à la conscience ce qui est inconscient. Il remarqua que les individus fonctionnent selon certains modes distinctifs, déterminés par exemple par l'intellect ou par le sentiment, et d'une manière soit introvertie, soit extravertie. Si une personne a un mode de fonctionnement principalement intellectuel et qu'en elle l'aspect des sentiments est généralement réprimé ou inconscient, des émotions intenses auront tendance à se manifester dans ses actions de rêve. Une personne fonctionnant davantage sur le plan des sentiments pourra faire des rêves intellectuels afin de compenser son attitude consciente dominante. Fritz Perls, fondateur de l'approche Gestalt de la psychologie, proclamait que les rêves étaient la voie royale de l'intégration. Pour lui, le rêve et la conscience du rêve étaient essentiels pour l'équilibre d'un individu et lui permettaient d'assumer tous les aspects de sa personnalité. L'hypothèse selon laquelle on peut envisager les facettes du rêve comme des projections d'aspects ou de personnages du rêveur lui servit de base pour son travail sur les rêves. La contribution majeure de Perls au travail sur les rêves et à la psychothérapie fut sa claire intuition que le désaveu de partie de soi entraîne un fonctionnement névrotique. Il pensait que nous nous désavouons ou nous aliénons par les mécanismes de projection et ou de répression. Nous pouvons reconquérir ces aspects non reconnus de notre personnalité en jouant des parties d'un rêve ou en les mettant en scène. Grâce à ce procédé, nous reconnaissons plus pleinement nos propres attitudes, peurs et souhaits et nous permettons ainsi à notre processus d'individualisation et de maturation de se poursuivre sans entrave. L'exemple frappant qui suit, où une femme met en scène une partie d'un rêve dans le style de la thérapie Gestalt, illustrera la technique de Perls dans le travail sur les rêves. Cette femme relata un rêve où une petite bombe aérosol se trouvait sur une coiffeuse parmi plusieurs objets, puis elle mit en scène tour à tour chacun des objets. Quand elle en vint à la bombe aérosol, elle déclara « Je subis une pression énorme. J'ai l'impression que je suis sur le point d'exploser. » Le fait de rejouer ce rêve lui apporta une information rapide et claire sur un problème non résolu de sa vie. Une autre approche de psychologie contemporaine qui prend en compte l'expérience du rêve est celle représentée par Medard Boss. Il considère le rêve comme une réalité que l'on devrait comprendre en tant qu'épisode autobiographique. Boss encourageait le rêveur, dans le processus de compréhension de ses rêves, à faire véritablement l'expérience de ce moment unique et d'y réfléchir. Tous les psychologues ne reconnaissent pas l'important potentiel d'un travail approfondi sur le rêve. Par exemple, dans l'approche phénoménologique telle qu'elle est formulée par Bross et Kenny, les rêves sont considérés comme constituant une vision du monde floue et étriquée, et sont en comparaison avec l'état de veille, primatif, déficient et limité. L'approche de l'Object Relation School, dont Feyerabend est un représentant, considère que les rêves sont des phénomènes schizoïdes, des chaudrons d'angoisse, de souhaits et d'attitudes. Certaines théories scientifiques qui ont cours actuellement ont même fait un pas de plus dans le refus de reconnaître, dans l'état de rêve, un principe d'organisation signifiant fondamental. J. Allen Hobson, de l'école de médecine de Harvard, suppose dans son livre « Le cerveau qui rêve » l'existence d'un générateur d'état de rêve, situé dans le tronc cervical. Lorsqu'il est déclenché, ce générateur excite des neurones au hasard et le cerveau s'efforce de tirer un sens de ces faibles signaux en les organisant au sein d'une histoire onirique. D'autres chercheurs ont proposé des explications mécanistes analogues du phénomène du rêve. Crick et Mitchinson suggèrent que les rêves se produisent afin de désapprendre des informations inutiles. Des connexions sans importance, enregistrées temporairement, sont de la sorte libérées et oubliées. D'autres théories proposées par Carl Sagan et autres, qui tentent d'expliquer les actes créatifs les plus célèbres ayant surgi dans un état de rêve, suggèrent que de tels rêves sont le résultat d'une activité non inhibée du cerveau droit. D'après cette théorie, le cerveau gauche, habituellement dominant durant le jour, est réprimé pendant les rêves.
Le cerveau droit est donc moins inhibé et peut ainsi devenir prodigieusement intuitif et créatif. Cette théorie expliquerait par exemple la découverte par Kekule de la molécule du benzène par l'aptitude que possède le cerveau droit de reconnaître des ensembles, par opposition avec l'activité plus analytique du cerveau gauche. Cette théorie, pour intéressante qu'elle soit, ne rend pas compte de tous les types de rêves télépathiques et créatifs. Récemment, John Grant, spécialiste de la recherche sur le rêve, s'est appliqué très sérieusement à trouver des explications à la télépathie dans le rêve. Après beaucoup d'efforts consacrés à démystifier des prétentions spectaculaires, il conclut qu'on ne peut expliquer par des lois connues et par la science que 95% de la télépathie dans le rêve et les rêves prémonitoires. Ces statistiques subjectives et son incapacité à expliquer les 5% restants de rêves inhabituels qui prédisent l'avenir s'accordent avec la théorie de Norbu Rinpoché sur les phénomènes oniriques. Cette théorie tient compte tant des rêves ordinaires qui naissent de nos souhaits et de nos angoisses que du type de rêve de clarté créatif issu de notre conscience lucide. De nombreuses approches analytiques et scientifiques continuent de prétendre que le contenu de tous les rêves est simplement chaotique ou symbolique et représente un chaudron d'angoisse, de souhaits et d'attitudes. En conséquence, les chercheurs contemporains occidentaux sur le rêve, dans l'ensemble, ne reconnaissent ni ne comprennent les possibilités de travail sur le rêve reconnues par les sociétés traditionnelles. Tant que la psychologie des profondeurs occidentales considérera le travail sur les rêves comme une approche thérapeutique, sa compréhension des possibilités de ce travail, bien qu'allant en s'améliorant, continuera d'être limitée. L'étendue de ces autres possibilités et la nécessité de déterminer des priorités apparaissent quand nous explorons les méthodes de travail sur le rêve élaborées par d'autres cultures. Le travail sur le rêve dans les cultures traditionnelles. On a trouvé des méthodes de travail sur le rêve et de conscience au sein du rêve, vieilles de plusieurs millénaires, dans le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, le soufisme et des cultures traditionnelles du monde entier. Ces méthodes étaient et sont encore souvent tenues secrètes et réservées aux initiés. Les comptes rendus des expériences oniriques de peuples traditionnels dont la culture est restée relativement intacte peuvent contribuer à élargir notre compréhension des possibilités du travail sur le rêve et de la conscience des rêves, ainsi que des phénomènes de lucidité, de télépathie et de rêves prémonitoires. Les aborigènes australiens croient à l'existence d'êtres ancestraux plus puissants que la plupart des humains et considérés comme ayant des équivalents non humains tels que rochers, arbres ou formations géologiques. D'après les auteurs d'un livre détaillé sur la culture aborigène, Le rêve, art de l'Australie aborigène, présenté par Peter Sutton, la dimension spirituelle dans laquelle ces êtres ont leur existence est appelée le temps de rêve. On peut contacter les ancêtres, nommés rêvants, par l'entremise des rêves, bien qu'ils ne soient pas considérés comme le produit des rêves. Ceci met en évidence la croyance aborigène en de multiples catégories d'êtres et en d'autres dimensions au sein desquelles ils résident. Les croyances aborigènes relatives aux textes, aux arts et aux chants reçus en rêve sont dignes d'intérêt. Un chant nouveau, une nouvelle histoire, un motif ou un autre produit créatif nouveau reçu dans un rêve sont perçus par les aborigènes comme les reproductions, fournies par un ancêtre, de créations originales. Ces présents artistiques sont considérés non comme des créations originales, mais plutôt comme étant canalisés. Au sein de la tribu, le rêveur est vénéré comme le canal par lequel la sagesse des ancêtres est reçue, non comme celui qui est à l'origine de cette sagesse. Il apparaît, au travers des mythes et des récits de rêves de peuplades aborigènes contemporaines, que les produits artistiques sont apparus au cours de rêves depuis des temps immémoriaux et qu'aujourd'hui encore, ils continuent à enrichir la culture aborigène. Le peuple Sénoï de ce qu'on appelle aujourd'hui la Malaisie fournissait, semble-t-il, l'exemple documenté d'une ethnie traditionnelle qui accordait au travail créatif sur le rêve une valeur exceptionnellement importante. Dans son livre Le rêve créatif, Patricia Garfield présente des techniques de rêve attribuées aux Sénoï par l'anthropologue Kilton Stewart. D'après celui-ci, les Sénoï portaient au travail sur les rêves une attention inhabituelle.
Ils avaient élaboré des méthodes complexes pour influer sur les rêves et pour en recevoir une inspiration créatrice, par l'encouragement, l'autosuggestion et la discussion quotidienne des rêves. P. Garfield résumait ainsi les buts majeurs du travail sur les rêves des Sénoï. Affronter et surmonter un danger au sein d'un rêve, accepter des expériences agréables au sein d'un rêve et les rechercher, et provoquer un dénouement positif ou créatif. Il est possible que les effets intégrateurs de ce travail déterminent une diminution de la fréquence des maladies mentales. Par la suite, cependant, les chercheurs n'ont pu vérifier les affirmations de Stewart selon lesquelles la société Sénoï se rapprochait d'un idéal utopique. On peut supposer qu'il y avait chez les Sénoï une forte motivation à développer la maîtrise des rêves parce que leur tribu faisait grand cas de ces capacités. Des chercheurs contemporains signalent que l'aptitude à orienter les rêves vers une issue positive semble avoir plusieurs conséquences, parmi lesquelles on trouve une confiance en soi et une créativité accrue. La culture tibétaine traditionnelle accorde au potentiel créatif des rêves une valeur indiscutable. Il existe dans le bouddhisme tibétain une catégorie de rêves appelés milanter, ou rêves trésors. Ces trésors sont des enseignements considérés comme la création d'êtres qui ont atteint l'éveil. Ils ont été à dessein cachés ou mis en réserve pour profiter aux générations futures. Pour démontrer leur sagesse, ceux qui étaient à l'origine de ces trésors prophétisaient souvent le nom de leur découvreur et l'époque de la découverte. Les systèmes bouddhistes et Bonpo d'entraînement à la conscience lucide dans le rêve seraient, selon Norbun Rinpoche et Lopon Tenzin Namdak, vieux de plusieurs millénaires. Namkhai Norbu Rinpoche signale dans l'entretien présenté dans ce livre que l'entraînement à la conscience dans le rêve était abondamment décrit dans le Tantra Mahayana, qui est d'une ancienneté inconcevable et dont l'auteur nous est inconnu. Khenpo Palden Sherab, érudit bouddhiste renommé, reconnaît que les tantras sont extraordinairement anciens. D'après lui, ils furent enseignés à la fois aux êtres humains et non humains par les Bouddhas des temps anciens, plusieurs millénaires avant l'époque de la vie terrestre du Bouddha Shakyamuni. Examinons par exemple l'expérience onirique extraordinaire que fit Namkhai Norbu Rinpoche pendant une retraite dans le Massachusetts l'été de 1990. Nuit après nuit, une femme que Rinpoche considérait comme une dakini lui apparut en rêve et lui enseigna une série complexe de danses aux pas compliqués, pour des danseurs pouvant aller jusqu'à 36. Jour après jour, Rinpoche transcrivit les leçons des rêves de la nuit. Il enseigna également à un groupe de ses élèves une partie de cette danse qui accompagne un chant spécial destiné à approfondir la méditation. La mélodie elle-même avait été reçue dans un autre rêve des années auparavant. Ayant personnellement entendu Rinpoche raconter ses rêves et ayant participé à cette danse exquise, je puis seulement dire que son expérience était d'une profondeur au-delà des mots. Peu après sa retraite, Rinpoche reçut la visite d'une femme professeure amérindienne qui se fait appeler Tonnerre. Elle est la descendante d'une longue lignée de sorciers et de guérisseurs amérindiens. Après avoir écouté une description de la danse de Rinpoche et examiné les photos prises quand nous nous efforcions de l'apprendre, elle nota sa ressemblance avec la danse des fantômes indiennes. La série de rêves qui suit, relatée par Norbu Rinpoche, pourrait servir à illustrer le potentiel humain contenu dans l'état de rêve quand notre conscience se développe. En 1959, j'avais déjà fui le Tibet et vivais dans le Sikkim. La situation au Tibet se détériorait rapidement. À mesure que les nouvelles des meurtres et de la destruction nous parvenaient, je devenais de plus en plus inquiet pour les membres de ma famille demeurés là-bas. Nombreux parmi nous prièrent Tara, lui demandant de l'aide. C'est pendant cette période que j'eus le rêve suivant. Je marchais dans une région montagneuse. Je me souviens de la beauté des arbres et des fleurs. Il y avait des animaux sauvages le long de la route sur laquelle je voyageais, mais leur comportement à mon égard était doux et paisible. Je savais que je me rendais au temple de Tara, établi sur une montagne située plus loin. J'arrivais à un endroit près du temple où se trouvait un petit champ empli d'arbres et de fleurs rouges. Une fillette d'environ 11 ou 12 ans s'y trouvait. Aussitôt qu'elle me vit, elle me donna une fleur rouge et me demanda où j'allais. Je répondis « Je vais au temple de Tara afin de prier pour le Tibet. » Elle répondit « Tu n'as pas besoin d'aller au temple.
Récite simplement cette prière. » Elle me répéta alors plusieurs fois une prière qui commençait ainsi. Om Jetsuma. Je commençais à dire cette prière en tenant la fleur à la main. Je la répétais plusieurs fois. En fait, c'est la force avec laquelle je la récitais qui me réveilla. Quelques années plus tard, je fis un rêve analogue. Dans ce rêve, je me trouvais à nouveau dans le champ qui annonçait la proximité du temple de Tara. C'était le même que dans le rêve précédent, mais sans la fillette. Je regardais devant moi et vis le temple au sommet d'une montagne. Je poursuivis ma marche jusque-là. C'était un temple très simple, sans recherche d'élégance dans sa construction ni sa décoration. Son ouverture était tournée vers l'est. J'y entrai et remarquai sur le mur une peinture du mandala de Chitro figurant les 100 divinités paisibles et courroucées. De nombreux livres tibétains se trouvaient sur des étagères et parmi eux, le Tanjur et le Kanjur. Je regardais ces volumes quand je remarquai qu'un Tibétain se tenait à la porte. Son habillement ressemblait à celui d'un lama sans y être tout à fait semblable. Il me demanda « Avez-vous vu la Tara qui parle ?» Je lui répondis que je ne l'avais pas vue, mais que j'aimerais la voir. L'homme me conduisit alors dans une pièce contenant des statues. Comme il se tournait vers la porte pour partir, il dit « Voilà la Tara qui parle. » D'abord, je ne vis rien, puis je remarquai que l'homme avait les yeux fixés sur le haut d'une colonne. Je suivis son regard et là, au sommet, je vis une statue de la Tara verte. Elle était représentée comme une enfant de 7 ou 8 ans. C'était une jolie statue, mais je ne l'entendis pas parler, et je m'éveillai. Le chapitre suivant de cette histoire n'est pas un rêve. En 1984, je voyageais dans le Népal du Nord, me rendant au monastère de Tolu, lorsque je reconnus le champ de mon rêve où la fillette m'avait donné la fleur et une prière. Je regardai au loin et découvris le temple. Quand j'y parvins, tout était exactement conforme à mon rêve. Je me dirigeai vers la colonne et cherchai la Tara qui parle. Elle n'était pas là. C'était le seul détail qui n'était pas conforme au rêve. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dire qu'un de mes élèves avait offert au temple une statue de la Tara verte et que l'on l'avait placée au sommet de la colonne en guise de commémoration. Si vous vous rendez à ce temple aujourd'hui, vous pourrez l'y voir. Développer la conscience dans le rêve. Il existe de nombreux témoignages attestant la possibilité de développer une conscience claire au sein de l'état de rêve et d'avoir ainsi accès à des expériences d'une grande intensité d'inspiration, de même qu'à l'aptitude à contrôler les rêves. C'est la voie d'un niveau supérieur de rêve auquel les pratiques décrites plus loin dans ce livre permettent d'accéder. Des parallèles tirés de différentes cultures semblent prouver l'existence d'une catégorie d'expériences oniriques qui a alimenté les progrès culturels et religieux de l'humanité. Ces rêves que Norbu Rinpoche appelle rêves de clarté semblent être suscités par une concentration mentale intense sur un problème ou un sujet particulier, de même que par la méditation et les rituels. Des conséquences surprenantes, créatives ou transcendantes émergent souvent de ces rêves particuliers, dont certains ont pu être inspirés à un rêveur par un maître éveillé. Dans un séminaire sur la conscience dans le rêve que je dirigeais en 1989, un participant raconta ceci. Lorsque j'étais enfant, je faisais régulièrement un rêve dans lequel un horrible vieux nain, terrifiant à mes yeux, me menaçait. Chaque fois qu'il apparaissait, soit je m'enfuyais de cette façon particulière au cauchemar qui nous donne l'impression de ne pas avancer, soit je faisais semblant de m'évanouir pour lui échapper. Finalement, durant un de ces rêves, je devins très irritée et décidai que j'en avais assez d'être menacée. Je fis volte-face et lui déclarai qu'il n'était que l'élément d'un rêve. Après cela, je cessai d'avoir peur de lui. Je ne fis plus jamais ce rêve. Mes propres expériences de rêve, aussi limitées soient-elles, ont elles-mêmes à l'occasion semblé confirmer la possibilité de rêves prémonitoires. Par exemple, l'année dernière, j'assistais avec 2 amis à un événement sportif. Le stade haut en couleur m'impressionna. Cette nuit-là, je rêvais d'un joueur de baseball. Sa photo était en première page d'un journal. J'essayais de lire et de mémoriser le texte. À mon réveil, je ne me souvenais plus que du nom Clark. J'achetai ce matin-là, comme d'habitude, le New York Times et découvris une photo de Will Clark, un joueur de baseball en première page. Pourriez prétendre que c'était une coïncidence ? Dans ce cas, vous utiliseriez le même argument qu'employa Aristote afin de contredire que la controverse ne date pas d'hier.
Que mon rêve concernant Will Clark ait été ou non réellement prémonitoire, je suis, quant à moi, parvenu à la conclusion qu'il existe, au sein de la catégorie de rêves créatifs du plus haut niveau, une catégorie de rêves qui prédisent l'avenir. Si cela est vrai, cela voudrait dire que l'avenir est, d'une façon ou d'une autre, à notre portée dans le présent. Dans les traditions du bouddhisme tibétain, la tradition Bonpo et d'autres encore, on considère que les êtres éveillés détiennent la capacité de percevoir le passé, le présent et le futur. S'il existe bel et bien des preuves manifestes d'une catégorie de rêves d'un plus haut niveau, la question se pose de savoir comment on peut développer l'aptitude qui permet d'en faire l'expérience et s'il y a des raisons, en dehors de leur capacité à accroître la créativité, pour cultiver cette aptitude. D'après la tradition tibétaine du Dzogchen, la clé du travail sur les rêves est le développement d'une plus grande conscience au sein de l'état de rêve. C'est ce degré de conscience qui différencie le rêve ordinaire du fruit ultime de la réalisation totale dans l'état de rêve. Norbu Rinpoche examine cette différence dans le chapitre sur la pratique de la lumière naturelle. Au cours d'une nuit typique, on consacre jusqu'à 8 heures au sommeil, et 2 ou plus de ces 8 heures se passent à rêver. Sommes-nous capables de nous souvenir de rêves de chacun de ces épisodes oniriques ? Avec quelle précision nous rappelons-nous des détails ? Une personne qui n'est pas consciente de ses rêves, qui est dans l'ensemble incapable de s'en souvenir, a sacrifié la possibilité d'être consciente dans une portion importante de sa vie. Cette personne ne saisit pas l'opportunité tant d'explorer les profondeurs riches et fertiles de la psyché que de croître spirituellement. Considérez le message de cette prière bouddhiste. Quand l'état de rêve se lève, ne reposez pas dans l'ignorance comme un cadavre. Pénétrez dans la sphère naturelle de l'attention inébranlable. Reconnaissez vos rêves et transformez l'illusion en luminosité. Ne dormez pas instinctivement. Accomplissez la pratique qui mêle le sommeil et la réalité. Que les rêves lucides et les expériences de clarté soient des événements fascinants qui semblent comporter des conséquences positives pour l'estime de soi, l'intégration de la personnalité et le dépassement de la peur ne fait aucun doute. Il est également crucial de les envisager dans le contexte de la quête d'une transformation spirituelle ou de l'éveil. Dans la mesure où une culture telle que la nôtre tend à valoriser l'expérience en soi, il existe un danger que les arbres nous cachent la forêt. Un lama de la tradition du bouddhisme tibétain comparait la recherche de l'expérience de rêve lucide à un simple amusement si elle n'était pas la conséquence du développement de la clarté de méditation par l'intermédiaire de la pratique nocturne dzogchen, de la lumière blanche ou par le yoga des rêves tantriques. Bien qu'on puisse penser que l'expérience de rêve lucide possède une valeur relative, son utilité du point de vue bouddhiste est limitée si l'individu ne sait pas appliquer cette conscience lucide aux états après la mort des bardos, du chonyid et du sipa. Dans la branche dzogchen, il est familiarisé depuis des millénaires avec les expériences de rêve lucide et les phénomènes parapsychiques tels que la télépathie et la connaissance de l'avenir. Le conseil constant du maître à l'élève est de ne pas s'attacher à l'expérience. Cela va à l'encontre de la tendance occidentale à faire cas de l'expérience pour elle-même. Les approches occidentales encouragent également l'analyse systématique du contenu des rêves, tandis que les maîtres dzogchen déconseillent aux pratiquants de s'appesantir sur les phénomènes de rêve. Bien que des bienfaits évidents semblent résulter de l'examen détaillé des données d'un rêve, il est très possible que cela s'applique seulement aux débutants. Pour le pratiquant avancé, la conscience claire elle-même peut en définitive se révéler plus précieuse que l'expérience et son contenu, aussi créatif soit-il. De grands maîtres ont signalé que les rêves cessent complètement quand la conscience devient absolue. Ils sont alors remplacés par une clarté lumineuse d'une nature indescriptible. Il est important que les techniques de travail sur le rêve provenant des traditions anciennes soient exposées parce que ces traditions sont menacées d'extinction. Bien que de nombreux livres aient été écrits sur le sujet des rêves en général, relativement peu de ce qui a été écrit pourrait servir à placer le travail sur les rêves dans un contexte spirituel. Des maîtres bouddhistes, Bonpo et taoïstes à qui j'ai parlé ont reconnu que cet état de fait avait influencé leur décision d'enseigner à un plus grand public. En ce qui me concerne, ce livre m'a permis de concentrer mon attention sur la puissance et la richesse contenue dans le fait de maintenir une conscience claire durant le temps de sommeil, si souvent négligé. Quelles que soient nos circonstances matérielles,
Si nous cultivons cette capacité, nous possédons le joyau qui exauce tous les souhaits. En Occident, l'étude scientifique des rêves est très récente, mais au sein de la communauté humaine dans son ensemble, on se passionne depuis des millénaires pour la science mystérieuse de la conscience des rêves et de leur exploration. Les psychologues pionniers du XXe siècle ont commenté les phénomènes de rêve. Sigmund Freud appelait les rêves la voie royale de l'inconscient et Fritz Perls la voie royale de l'intégration. Il se peut qu'à leur manière ces affirmations soient vraies, mais elles sont éclipsées par la possibilité que la conscience des rêves soit une voie d'éveil. Je suis reconnaissant pour cette opportunité de collaborer à la chronique des remarquables expériences de rêve et des enseignements sur l'état de rêve du maître Dzogchen Namkhai Norbu Rinpoché. Signé Michael Katz, New York City, 23 avril 1991. Chapitre 1. Nature et catégories de rêves. Dans un sutra, le Bouddha Shakyamuni emploie de nombreuses métaphores pour décrire ce monde phénoménal que nous considérons généralement comme réel. Ces descriptions métaphoriques comparent notre réalité à une étoile filante, une illusion d'optique, la flamme vacillante d'une bougie, des gouttes de rosée à l'aube, un éclair d'orage, un rêve et des nuages. Il en va de même, nous dit le Bouddha, pour toute existence au niveau des agrégats, tous les dharmas et en fait tous les phénomènes qui sont en définitive irréels et susceptibles de changer à tout instant. Un second sutra propose en outre d'autres métaphores poétiques pour démontrer la nature essentielle de l'irréalité de notre condition. Parmi celles-ci, on trouve le reflet de la lune dans l'eau, un mirage, une cité constituée de sons, un arc-en-ciel, un reflet dans un miroir et également un rêve. Pourquoi le rêve fait-il partie des exemples cités dans ces sutras ? C'est que nul n'ignore que, si nous en examinons un, il ne nous révélera rien de concret. Bien qu'il soit possible de découvrir les causes primaires et secondaires de sa manifestation, le rêve en soi ne présente rien de véritablement réel ou tangible. Diverses conditions peuvent conduire à rêver, mais le produit de ces conditions, nos rêves eux-mêmes, peut généralement se ranger en deux catégories majeures. Le type de rêve ordinaire causé par des traces, ou empreintes, karmiques, et un autre type de rêve qui a pour base la clarté de l'esprit. Dans la catégorie des rêves dus au karma, certains sont principalement liés aux trois états d'existence, le corps, l'énergie ou la parole, et les tensions de l'esprit d'un individu. Un autre type de rêve est lié aux empreintes karmiques. Ce dernier type a pour cause des empreintes du karma ayant une triple origine, une vie antérieure, la jeunesse et le passé récent d'un individu. Dans la tradition de la médecine tibétaine, le médecin qui mène une investigation sur l'origine d'une maladie déterminera également auquel des trois états d'existence les rêves de la personne malade se rapportent. Avec cette information, il pourra découvrir l'état et la condition réelle du corps, de l'énergie et de l'esprit de cette personne. Parfois, la condition d'un individu atteint une maladie grave, difficile à guérir, est due à des causes karmiques ayant leur origine dans sa jeunesse ou même dans une vie antérieure. Il peut arriver également que la maladie soit le résultat d'une cause karmique engendrée par des actions récentes. Ainsi, la méthode d'examen des rêves devient l'un des moyens majeurs d'analyse et de découverte des causes principales et secondaires du problème. Que veut-on dire quand on parle de rêves liés aux trois états d'existence de l'individu ? Ce sont des rêves provoqués par une expérience, quelle qu'elle soit, relative au corps, à la parole ou à l'esprit. Ainsi, ce qui est vécu en relation directe avec les substances élémentales, l'énergie ou les émotions de l'individu peut devenir la cause immédiate de la manifestation d'une expérience de rêve qui sera bonne, mauvaise ou neutre. Par exemple, une personne qui dort dans une position inconfortable peut se sentir mal à l'aise ou ressentir une douleur. Cette perturbation peut instantanément susciter un rêve négatif. Si la personne dort mal parce que sa respiration est gênée, elle peut rêver qu'elle suffoque ou que l'on l'étrangle. En outre, il n'est pas difficile de comprendre que des sentiments de joie ou de tristesse qui sont associés à l'esprit peuvent constituer une cause secondaire immédiate de rêve.
Voilà des exemples de rêves liés aux conditions des 3 états d'existence d'un individu. Quant aux rêves liés aux empreintes karmiques, un type de rêve comprend ceux qui ont leur origine dans une vie antérieure. Dans ce type de rêve, des choses étranges dont la personne n'a pas l'expérience dans sa vie présente peuvent se manifester, comme par exemple des visions d'un autre pays ou de peuples inconnus dotés de coutumes ou d'une langue étrangère. Parfois, ces rêves se répètent si souvent que le rêveur en vient à bien connaître ce monde mystérieux. De telles expériences suggèrent l'existence dans une vie antérieure d'une habitude très forte qui a laissé une empreinte karmique chez l'individu. Une personne peut également voir en rêve un pays étranger dans lequel un individu inconnu d'elle veut la perturber ou la tuer, lui causant un sentiment d'extrême frayeur. Cela peut signifier qu'une situation analogue s'est produite dans une vie antérieure, la condition de la personne a été fortement affectée, ce qui a laissé une empreinte karmique. Cette empreinte réapparaît lorsque les conditions secondaires sont propices. Ce premier type de rêve karmique a bien réellement lieu, quoiqu'il ne soit pas une expérience fréquente pour la plupart des gens. Les rêves karmiques du deuxième type sont ceux dont les causes se sont développées dans la jeunesse du rêveur. Supposons qu'il ait à cette époque éprouvé soudain une peur extrême ou qu'il se soit trouvé dans un accident. Cette expérience aura pu laisser une trace et des rêves liés à l'événement soit littéralement, soit par le thème apparaîtront par la suite. Ou supposons encore qu'un tremblement de terre a lieu et qu'un enfant en éprouve une frayeur intense. Le potentiel sera là pour que, dans une période ultérieure, cette empreinte soit réactivée quand les causes secondaires propices, telles un autre tremblement de terre, se présenteront. Le troisième type de rêve karmique comprend des rêves qui ont leur origine dans des actions récentes, ayant profondément affecté un individu. Il se pourrait qu'il ait éprouvé une violente colère envers quelqu'un peu de temps auparavant et qu'il en soit venu aux mains. Cette colère intense laissera une trace qui causera un rêve analogue par sa situation ou son thème. Cette colère intense laissera une trace qui causera un rêve analogue par sa situation ou son thème. Les causes de ces 3 types de rêves sont principalement karmiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un événement qui a profondément affecté la personne et qui a laissé des empreintes de tension, de peur ou d'autres émotions intenses. Quand des traces subsistent, il est logique que des rêves ayant un thème correspondant se manifestent plus fréquemment. Il existe des types de rêves analogues liés à la clarté d'un individu. Ils se rapportent d'une part aux 3 états d'existence et d'autre part aux empreintes karmiques de l'individu. En ce qui concerne le type de rêve de clarté se rapportant aux 3 états d'existence, tous les êtres humains possèdent au sein de leur nature véritable un potentiel infini et des qualités non manifestées. Bien que le soleil brille constamment, nous ne le voyons pas toujours en raison de la couche de nuages. Néanmoins, nous pouvons parfois l'apercevoir entre ces nuages pendant quelques instants. De même, il arrive que la clarté d'un individu se manifeste spontanément, entraînant, entre autres conséquences, l'apparition de rêves de clarté. Les personnes qui pratiquent le dharma s'efforcent de se détendre. Grâce à la détente du corps, de l'énergie et de l'esprit, les éléments et les énergies s'équilibrent, et par l'entremise de cette cause secondaire, ou cause immédiate, différents types de rêves de clarté peuvent se manifester. C'est particulièrement vrai dans le cas d'un pratiquant qui accomplit des pratiques liées aux chakras et aux canaux qui contrôlent le prana et l'énergie. Chez certains individus, ces types de rêves de clarté se manifestent à partir de la clarté de leur esprit, sans même qu'il leur soit nécessaire d'appliquer des méthodes secondaires pour détendre leur corps ou contrôler leur énergie. Quand un pratiquant devient plus mûr ou se perfectionne, il y a diminution des obstacles qui opèrent habituellement pour obscurcir la clarté naturelle de l'esprit. Si on poursuit l'analogie du soleil, les nuages ont maintenant disparu en grande partie et les rayons infinis du soleil peuvent se manifester directement. Quand toutes les conditions sont réunies et que grâce à une pratique maîtrisée, le corps, la parole et l'esprit sont détendus, de nombreux types de rêves de clarté apparaissent. Certains peuvent anticiper un événement futur. Et de même que pour les rêves ordinaires ayant des causes karmiques liées à des vies antérieures, des rêves de clarté issus d'un karma passé peuvent également être provoqués. Il est possible, cela dépendra de la capacité du rêveur, de se souvenir d'une vie antérieure dans sa totalité. On peut se souvenir de 100 vies, voire 100 000 vies dans un rêve. Dans les écrits des vies des bodhisattvas et des arhats, nous pouvons trouver la mention de ces rêves extraordinaires qui se manifestent à travers la clarté non obstruée.
Voici un exemple de rêve de clarté qu'un pratiquant pourrait avoir en conséquence d'empreintes karmiques accumulées dans sa jeunesse. Cette personne peut avoir rencontré alors des maîtres extraordinaires, reçu des enseignements ou des transmissions de pouvoir ou appris des techniques de pratique. Plus tard, elle pourra faire des rêves relatifs à ces sujets dans lesquels elle approfondira sa connaissance. Elle pourra même acquérir dans le rêve une connaissance ou des techniques de pratique dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. On peut faire beaucoup de rêves intéressants de ce genre. Des rêves de clarté liés à des expériences récentes peuvent se produire de la façon suivante. Une personne lit quelque chose, par exemple un texte très important sur le dharma, ou bien elle a une conversation sur la pratique du dharma. Cela peut devenir la cause de rêves qui traitent du passé, du présent, voire du futur. Voilà les types de rêves de clarté. Ils sont un prolongement et un développement du type ordinaire de rêve et ils se manifestent principalement chez les pratiquants qui ont déjà quelque peu l'expérience de travailler sur leurs rêves ou de maintenir la lucidité et la conscience pendant le rêve. Cette sorte de rêve se manifeste grâce à la clarté de l'esprit, ou rikpa, d'une personne. Un bon nombre de techniques de pratique du dharma que l'on apprend dans l'état de veille peuvent être appliquées à l'état de rêve lorsque l'on développe la conscience dans le rêve. En fait, si tant est qu'on possède la capacité d'être lucide, on peut développer ces pratiques plus facilement et plus rapidement dans le rêve. Certains livres affirment même qu'une pratique accomplie dans l'état de rêve est 9 fois plus efficace que la même pratique accomplie dans l'état de veille. La condition de rêve est irréelle. Une fois que nous avons découvert ceci pour nous-mêmes au sein d'un rêve, l'énorme pouvoir de cette réalisation peut éliminer les obstacles liés à une vision conditionnée. Pour cette raison, la pratique dans le rêve est très importante pour nous libérer de nos habitudes. Nous avons particulièrement besoin de cette aide puissante car les attachements psychologiques, le conditionnement et la valorisation de l'ego qui constituent notre vie ordinaire se sont renforcés au cours de tant d'années. D'une manière très réelle, toutes les visions de notre vie sont comme un long rêve. Examinez attentivement, le long rêve de la vie et le rêve le plus bref d'une nuit ne sont guère différents. Si nous percevons véritablement la nature essentielle de l'un et de l'autre, nous verrons qu'il n'y a absolument aucune différence entre eux. Si nous pouvons enfin nous libérer des chaînes des émotions, de l'attachement et de l'ego grâce à cette réalisation, nous aurons la possibilité, au bout du compte, d'atteindre l'éveil. Chapitre 2. La pratique de la nuit. La nuit est très importante pour nous, êtres humains, car nous y consacrons la moitié de notre vie. Pourtant, le plus souvent, tandis que nous dormons tranquillement, tout ce temps se volatilise sans que nous y ayons investi aucun effort ou engagement. Il faut être tout à fait conscient que la pratique peut se faire à tout moment, même pendant le sommeil ou les repas, par exemple. Aussi, la pratique de la nuit est-elle très importante, et je vais maintenant en expliquer la théorie et la pratique. L'expression « pratique de la nuit » évoque généralement pour nous la pratique du rêve lucide. Cependant, dans l'enseignement Dzogchen, la pratique du travail sur le rêve et le développement de la lucidité ne sont pas essentiels. Ils constituent une pratique secondaire. Dans le cas de la pratique du rêve, secondaire signifie que cette pratique peut se manifester spontanément et automatiquement comme conséquence de la pratique principale, que l'on appelle pratique de la lumière naturelle. Cette pratique se rapporte en fait à l'état qui précède le rêve. Considérons par exemple un individu qui s'endort. L'expression « s'endort » signifie que tous ses sens se retirent à l'intérieur de lui. Dormir, c'est cela. À partir de ce moment, il y a un passage, une période de transition avant le début des rêves. Cette période peut être longue ou courte. Chez certaines personnes, l'état de rêve commence presque aussitôt qu'elles s'endorment. Mais qu'entend-on par l'état de rêve commence? Que l'esprit se met à fonctionner à nouveau. Par contre, ce que l'on appelle l'état de la lumière naturelle n'est pas un moment ou un état dans lequel l'esprit est actif. C'est la période qui débute quand vous vous endormez et qui s'achève quand l'esprit recommence à être actif. Qu'est-ce qui lui succède? C'est ce que l'on appelle le Milam Bardo. Il existe une correspondance entre d'une part les états de sommeil et de rêve et de l'autre ce dont nous faisons l'expérience quand nous mourons.
Quand une personne meurt, c'est la fonction des sens qui disparaît en premier lieu. Lorsque nous parlons des bardos, nous appelons bardo du moment de la mort, choki bardo, ce moment où les sens se retirent en nous. À ce moment-là, la personne éprouve de nombreuses sensations de disparition ou de retrait des sens. Ensuite vient un état qui ressemble à l'inconscience, à un évanouissement. Lui succède ce que l'on appelle l'apparition des 4 lumières. Les explications des divers tantras sur ce point diffèrent légèrement. Certains parlent de 4 lumières, d'autres de 5. En réalité, c'est comme si vous étiez évanoui et que, en même temps que la manifestation des lumières, votre conscience se réveillait très graduellement. Par exemple, l'esprit doit commencer à fonctionner pour qu'un raisonnement puisse prendre place. Nous devons d'abord retrouver la conscience au niveau des sens. L'esprit commence à recevoir ses perceptions sans qu'il y ait encore de raisonnement ou d'acte de pensée. Très progressivement, la pensée se manifeste. Cet état, dans lequel la conscience est présente et où cependant l'esprit n'a pas encore abordé des opérations telles que la pensée, constitue la transition qui permet d'atteindre ce que l'on appelle l'état de lumière naturelle. On a toujours considéré que c'est pendant cette période que le pratiquant du tantra se réalise. Dans le tantrisme, elle est également décrite comme le moment où l'on rencontre la lumière mère. C'est le moment précis, après l'évanouissement, où la conscience se déploie à nouveau, se réveille. Dans l'initiation tantrique, il existe 4 sous-initiations dont la dernière est appelée l'initiation de la parole. Si vous l'avez comprise, le maître donne à ce moment-là une sorte de présentation à l'esprit naturel. Si n'ayant pas obtenu la réalisation de l'esprit naturel, vous faites cependant preuve de coopération, d'un engagement et d'une foi sincère et que vous pratiquez avec ferveur, un éclat de reconnaissance de l'esprit naturel ou rikpa pourra se produire au moment du dernier réveil de la conscience. Ce n'est pas facile, mais pour autant que vous aurez réellement acquis la connaissance, c'est possible. Tandis que vous subissez le processus de la mort, une succession de déploiements de lumière prend place, pour lesquels il existe de nombreuses explications. Dans l'enseignement Dzogchen, la dernière de ces phases, la 5e lumière, est appelée l'Umdrumb, l'état de perfection en soi. À ce moment, votre conscience se réveille. Il vous est possible de reconnaître cela qui vous a été transmis par l'entremise de la présentation directe du maître. Nous appelons l'expérience de cette transmission l'expérience de la sagesse. Prenons l'analogie du soleil. Supposez que le ciel est couvert de nuages et que parmi ces nuages, vous entrevoyez le soleil pour un bref instant. Même si les nuages n'en ont pas laissé passer tout l'éclat, vous avez fait l'expérience de ce que signifient les mots soleil et lumière du soleil. Cette expérience est analogue à celle de la sagesse. On appelle cette connaissance la connaissance fils par opposition à la connaissance mère, l'expérience dans sa plénitude. Lorsque nous pratiquons, nous essayons de développer cette connaissance fils. Elle est le fils de la mère. Certaines personnes parviennent à la pratiquer et à la développer pleinement, atteignant ainsi une réalisation totale dans cette vie. On dit qu'elles ont la capacité du corps de lumière. Néanmoins, pour peu que vous ayez une expérience de la pratique, même sans vous être totalement réalisé, alors dans le moment qui suit la mort, dans l'état de l'Umdrub où vous êtes mis en présence de la connaissance mère, vous reconnaîtrez la présence de la sagesse dans sa plénitude, avant de retourner au mécanisme de l'esprit. L'analogie communément employée est celle d'un fils s'unissant à sa mère. Les livres parlent de la rencontre entre la lumière fils et la lumière mère, mais ce que cela signifie en fait est que nous rencontrons à ce moment dans sa totalité ce que nous n'avions fait qu'entrevoir jusqu'ici. C'est au sein de cet état, tandis qu'ils vont de lumière en lumière jusqu'à la lumière ultime, le Lumdrumb ou lumière de la perfection en soi, que tous les pratiquants du tantrisme sans exception atteignent la réalisation. C'est après cette expérience seulement que commence l'état de Sipa Bardo. Jusqu'à ce moment, nous avons traversé le Chonid Bardo, le Bardo de la Dharmata. Pourquoi l'appelons-nous le Dharmata ? Parce qu'il représente notre état fondamental véritable, notre conscience fondamentale. Alors seulement commence le Sipa Bardo, ce que l'on entend communément par Bardo, le Bardo de l'existence. En d'autres termes, c'est le moment où les mécanismes de l'esprit se remettent à fonctionner. Nous pourrions dire que nous sommes à présent entrés dans l'état de rêve.
De même que dans le rêve, vous pouvez rêver d'une chose ou d'une autre, puis qu'à un moment donné, vous vous réveillez et qu'un autre jour commence, de même on considère que vous sortez du bardeau et qu'une nouvelle existence commence. Cette existence est déterminée par sa vision karmique et c'est ainsi que s'effectue la transmigration, ainsi que nous continuons comme le jour succède à la nuit. Vous voyez que l'on ne peut pas connaître les états de bardeau par les livres ni les comprendre dans l'abstrait. Ils sont liés à la pratique. La manière de pratiquer en vue de la mort et du Sipa Bardo est d'effectuer la pratique de la lumière naturelle. Si vous êtes parvenu à une connaissance ou une conscience de l'état de lumière naturelle, vous aurez également cette conscience et cette présence au moment de la mort. Si vous êtes capable de mourir avec présence et conscience, cela signifie que vous avez connaissance des manifestations de lumière. Dans ce cas, vous n'aurez aucune difficulté à reconnaître la lumière mère. Répétons, lorsque commence le bardeau de l'existence, le fonctionnement ou mécanisme de l'esprit, ce que l'on appelle le corps mental, se met en route également. Cela revient à dire que l'état de rêve se manifeste. Dans notre pratique, il faut qu'il y ait conscience ou maîtrise de l'état de lumière naturelle. Si après que l'on est parvenu à une conscience claire de la présence de cet état de lumière naturelle, l'état de rêve se lève, on devient spontanément, au sein du rêve lui-même, lucidement conscient que l'on rêve et que l'on parvient automatiquement à la maîtrise de ses rêves. Cela signifie que ce n'est plus le rêve qui conditionne la personne, mais la personne qui dirige son rêve. Pour cette raison, la pratique des rêves est secondaire, mais je ne puis trop insister sur l'extrême importance d'effectuer la pratique de la lumière naturelle. Considérons maintenant les rêves eux-mêmes. On peut les classer globalement en deux catégories. L'une est la catégorie du rêve karmique et l'autre celle du rêve de clarté. En plus des rêves qui reflètent le karma de notre vie actuelle, les rêves karmiques peuvent être liés à nos vies antérieures. Par exemple, si dans une de mes vies passées, j'ai été assassiné, je peux continuer à rêver dans cette vie-ci que l'on m'assassine. Il n'est pas exact de dire que ce dont nous rêvons est toujours lié aux expériences de notre vie présente. Si un événement est d'importance, il se peut que vous en ressentiez les effets vie après vie. Quand vous dormez très profondément, vous pouvez parfois engendrer la conjoncture parfaite pour qu'un karma passé s'exprime au sein de vos rêves. Le simple fait d'être très tendu peut se répercuter dans vos rêves. Si par exemple quelqu'un rend la vie difficile à un enfant, celui-ci pourra faire des rêves qui reflètent cette situation. Si je suis en conflit avec une personne dans la journée, ce conflit pourra être reproduit dans un rêve pendant la nuit. Le principe est que si vous êtes très tendu et que vous dormez profondément, la tension tend à être reproduite. Voilà un type de rêve, le rêve karmique des Baksha. Baksha signifie qu'il reste des empreintes, des traces de quelque chose. Par exemple, dans une bouteille vide qui a contenu du parfum, la trace du parfum sera encore perceptible. Voilà ce que l'on entend par Baksha. L'autre catégorie est celle du rêve de clarté. Pourquoi en faisons-nous ? Parce que chacun de nous possède de tout temps un potentiel infini. C'est une caractéristique de l'esprit naturel que nous possédons tous. Parfois, parce que nous avons cette nature, un rêve de clarté se manifestera, quand bien même nous n'aurions pas de pratique particulière. Si vous effectuez la pratique de la nuit et que vous vous familiarisez avec elle, des rêves de clarté se manifesteront non seulement occasionnellement, mais régulièrement, et vous vous familiariserez avec eux. Qu'est-ce qu'un rêve de clarté ? C'est un rêve qui apparaît quand les causes secondaires sont présentes. Par leur entremise, il se manifeste en tant que clarté. Nous pouvons même obtenir des conseils et des prévisions pour l'avenir parce qu'il y a des causes secondaires relatives aux événements futurs. Un rêve de clarté se manifeste généralement vers le matin. Pourquoi ? Parce que quand nous nous endormons, notre sommeil est d'abord très profond. À mesure que lentement nous consumons cette lourdeur, notre sommeil devient plus léger et la clarté peut alors se manifester plus aisément. Si votre pratique de la présence ininterrompue est réussie, les rêves karmiques seront de moins en moins fréquents car ils sont liés à l'attention. L'état de contemplation ou de présence représente une détente totale. Par conséquent, aucune tension ne se manifestera et les rêves karmiques seront de plus en plus souvent remplacés par des rêves de clarté. Peut-être comprenez-vous à présent la théorie et son importance. Je vais maintenant vous expliquer comment l'appliquer.
Si vous avez tendance à être agité, vous pouvez, avant de vous endormir, prendre quelques respirations profondes afin de vous calmer et d'obtenir un souffle plus régulier. Concentrez-vous alors sur cette syllabe tibétaine à l'écran, blanche, au centre de votre corps. Si vous préférez un A, cela est acceptable. L'important est que dans votre esprit, cette lettre corresponde au son A et que, quand vous la voyez, vous sachiez automatiquement à quel son elle correspond. Si au départ vous ne réussissez pas à vous concentrer et à voir cette syllabe, la raison peut en être que vous ne savez pas visualiser. Essayez d'écrire cette syllabe ou un A sur une feuille de papier et placez celle-ci devant vous et regardez-la fixement pendant un moment, puis fermez les yeux. La syllabe apparaîtra immédiatement dans votre esprit. De cette façon, vous obtiendrez une image plus précise. Ainsi, vous essayez de vous concentrer sur cette syllabe blanche ou vous fixez votre attention sur la présence du A blanc et vous persévérez aussi longtemps que vous le pouvez. Vous pouvez aussi vous entraîner afin de ressentir cette présence d'une façon plus précise. Imaginez que du A ou de cette autre syllabe centrale s'élève un deuxième A ou une deuxième autre syllabe et que du deuxième s'élève un troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous voyez une chaîne de A ou cette autre syllabe montant jusqu'au sommet de votre crâne. Ensuite, visualisez ces A tandis qu'ils redescendent. Vous pouvez répéter ceci plusieurs fois si vous ne vous endormez pas immédiatement. Chaque fois que vous avez de la difficulté à sentir la présence du A, il est utile et important d'effectuer cette chaîne. C'est une façon de charger votre clarté. Ce qui importe avant tout est que vous vous efforciez d'avoir la présence de ce A quand vous vous endormez. Au départ, il doit être précis et net. Ensuite, vous pouvez vous détendre, ce qui ne signifie pas que vous devez le relâcher ou l'abandonner. Vous vous détendez tout en gardant le sens de sa présence et de cette manière, vous vous endormez. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais pratiqué ceci n'y réussiront peut-être pas les 2 ou 3 premières fois. En fait, voici ce qui peut arriver. Vous vous entraînez un peu, puis sans transition, vous dormez. Toute chose, tant qu'on ne l'a pas apprise, est difficile, mais si vous y exercez votre volonté, cette pratique vous deviendra familière. La personne qui est capable de s'endormir de cette façon trouvera l'entière présence de l'état de lumière naturelle. S'étant endormie, son sommeil sera accompagné d'une conscience quasi entière. Si elle a cette présence d'esprit quand elle pénétrera dans l'état de rêve, il lui sera facile de reconnaître qu'elle rêve. Cela ne se produira peut-être pas tout de suite, certains ne parviendront que peu à peu à ce résultat. Même si la lumière naturelle ne se manifeste pas immédiatement, vous pourrez constater les premiers résultats dans l'état de rêve. Il vous arrivera peut-être de faire des rêves étranges. Qu'est-ce que j'entends par étrange ? Comme je l'ai dit plus haut, nous faisons habituellement 2 types de rêves. Le type karmique qui provient des traces laissées par nos difficultés, problèmes, souvenirs et préoccupations, et le type de rêve dans lequel notre clarté naturelle se manifeste. Par exemple, vers le matin, vous pouvez faire des rêves étranges à propos de choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, des choses qui n'ont aucun lien avec les traces de votre pensée ou de votre passé, mais sont plutôt relatives à votre clarté. Si vous avez pratiqué la lumière naturelle, des rêves de clarté naturelle se manifesteront plus fréquemment. Si vous persévérez dans la pratique destinée à reconnaître l'état de lumière naturelle, il vous deviendra de plus en plus facile de retrouver l'état de lucidité où vous reconnaissez que vous rêvez. Une conscience régulière se manifestera au sein du rêve et vous saurez que vous rêvez. Quand vous regardez dans un miroir, vous y voyez un reflet. Qu'il soit beau ou laid, vous savez que c'est un reflet. De la même façon, vous savez que le rêve est un rêve. Vous êtes lucide. Que le rêve soit tragique ou empli de félicité, vous êtes conscient que ce n'est qu'un rêve. La conscience au sein du rêve devient un moyen de progresser et de briser un lourd conditionnement. Elle permet de modifier les données du rêve. On peut par exemple rêver ce que l'on souhaite ou choisir le thème de ce que l'on veut. On peut aussi reprendre le rêve là où on l'avait laissé auparavant. Dans le système tantrique, la pratique spécifique du yoga du rêve est destinée à préparer le pratiquant en vue du bardo qui suit le moment de la mort. Ce n'est pas le cas dans le système Dzogchen, où il n'est pas requis de s'engager à travailler sur ses rêves. Cela se fera spontanément à partir de la pratique de la lumière naturelle. Ce qui compte le plus dans cette pratique, comme je l'ai expliqué, c'est d'effectuer la visualisation spécifique de cette syllabe blanche avant de s'endormir. Ce faisant,
Nous utilisons le fonctionnement de l'esprit pour aller, en dernier lieu, au-delà de l'esprit. La position que vous prenez pour pratiquer cette visualisation n'a en définitive pas grande importance. De nombreuses personnes l'effectuent après s'être couchées. Il vous faut déterminer quel genre de personne vous êtes. Il suffira à l'une de fermer les yeux pour s'endormir, tandis qu'à une autre, un somnifère sera nécessaire. Prenons l'exemple de la personne qui s'endort à l'instant où elle se couche. Sitôt que son attention s'égare un instant, le sommeil la prend. Pour ce type de personne, une posture physique particulière pourrait être profitable. Si le pratiquant est de sexe masculin, il peut lui être utile de s'allonger sur le côté droit. En supposant qu'il ne soit pas affligé d'un rhume qui bloque sa respiration, il pourrait également lui être bénéfique de fermer sa narine droite avec la main. Pour les femmes, la position est inversée. Une femme devrait se coucher sur le côté gauche et essayer de fermer sa narine gauche. Je ne dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de respirer si vous avez un rhume. Ce ne serait évidemment pas une bonne chose. Mais généralement, lorsque vous vous couchez sur le côté et que la narine que vous ne bouchez pas est congestionnée, cette narine se débouche au bout de quelques instants. Les positions sont inversées pour les hommes et pour les femmes en raison des canaux solaires et lunaires. Nous prenons ces positions pour nous faciliter l'accès à l'état de contemplation ou présence de la lumière naturelle. Si elles accroissent votre difficulté à vous endormir, elles ne sont pas recommandées. C'est pourquoi je disais qu'elles sont surtout destinées aux personnes qui ont tendance à s'endormir facilement. Examinons maintenant brièvement la situation inverse, celle du type de personne qui a de la difficulté à s'endormir. Il ne lui est pas recommandé d'effectuer ce genre de pratique de visualisation ou de prendre cette position, car cela ne ferait sans doute que l'énerver davantage, si elle ne parviendrait peut-être plus à trouver le sommeil. Une autre solution serait pour elle d'observer ses pensées. Quelles que soient les pensées qui se lèvent, il s'agit simplement de les observer. Puis on s'endort dans cet état d'observation des pensées sans se laisser entraîner ou conditionner par elles. Tant que l'attention n'est pas distraite, chacun a la possibilité d'agir ainsi sans créer d'obstacle à l'endormissement. Si vous souffrez d'insomnie, d'autres pratiques pourront vous aider. Par exemple, cette difficulté indique souvent qu'il vous faut coordonner l'énergie et la fonction des différents éléments de votre corps. Si votre énergie est déséquilibrée, cela vous empêchera de dormir. Dans ce cas, une pratique de respiration profonde, accomplie régulièrement, vous sera peut-être bénéfique. Vous pourriez effectuer la pratique respiratoire de la purification des 9 points avant de vous endormir. Il y a aussi des exercices physiques tels que la série des 8 mouvements que l'on trouve dans le Yantra Yoga. Elle pourra vous aider à développer votre capacité de respirer correctement et d'équilibrer vos énergies, ce qui facilitera la venue du sommeil. En outre, il existe des remèdes tibétains destinés à ceux qui ont du mal à dormir. Contrairement aux somnifères, ils ne causent pas de dépendance ou autres effets indésirables. Ces remèdes, tels Agar 35 et Vimala, peuvent être utilisés pendant 1 ou 2 mois. En fait, aussi longtemps qu'il le faut, sans produire aucun effet secondaire indésirable. Au contraire, ils seront un bienfait pour votre santé et équilibreront votre énergie. Lorsqu'un de ces médicaments ne vous sera plus nécessaire, vous pourrez cesser de le prendre sans problème de sevrage ou effet indésirable. C'est l'avantage de ces remèdes tibétains. Si vous avez développé une accoutumance aux somnifères occidentaux, vous pouvez au début les faire alterner avec les pilules tibétaines pour diminuer cette accoutumance. Une nuit, prenez un remède occidental, la nuit suivante, utilisez Agar 35. Au bout d'1 ou 2 semaines, vous pourrez sans inconvénient cesser de prendre le remède occidental. Il ne faut pas seulement compter sur les remèdes tibétains pour vous assurer une bonne nuit de sommeil. Vous devriez également travailler sur la respiration de la manière citée plus haut car cela influe beaucoup sur le sommeil. Parfois, vous ne pouvez pas dormir parce qu'une de vos 3 humeurs est perturbée. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de l'humeur relative au souffle. Le souffle est lié au prana ou énergie. Quand le prana est perturbé, il est difficile de dormir. Pour plus de précision à ce propos, vous pouvez consulter des ouvrages de médecine tibétaine. Un livre que j'ai écrit sur ce sujet contient une explication des 3 humeurs et indique comment résoudre les problèmes. Par exemple, pour remédier aux problèmes liés au souffle, il est recommandé de se coucher plus tôt le soir, de dormir chaudement couvert et de manger, disons, de la soupe juste avant d'aller au lit.
Si l'insomnie vous est coutumière, travaillez sans désemparer jusque tard le soir au lieu de vous détendre, ou manger des légumes crus, pourra encore aggraver votre condition. Les ouvrages de médecine tibétaine sont riches d'enseignements. Tout est lié. D'abord, essayez de trouver le sommeil en vous préparant de la façon que j'ai décrite. Si vous réussissez, vous pourrez alors effectuer la pratique de la nuit. Si votre problème est que soit vous vous endormez immédiatement, soit vous ne pouvez pas dormir, visualisez le A ou la syllabe blanche sans être trop brillant. S'il vous est difficile de vous endormir, il ne faut pas visualiser un A trop brillant. Vous pouvez aussi le visualiser dans une sphère de 5 couleurs. Cela facilite l'endormissement. Il y a beaucoup de sortes de gens et beaucoup de situations dont il nous faut tenir compte. Quiconque accomplit cette pratique avec détermination deviendra peu à peu maître de ses rêves. Tandis que l'état de conscience lucide deviendra de plus en plus fréquent et que les rêves de clarté se multiplieront, le rêve se transformera en pratique. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, si l'on acquiert une maîtrise suffisante des rêves, on sera capable de les modifier. Si je rêve de quelque chose de laid, je peux le transformer en quelque chose de beau. Je peux faire en sorte que le rêve traite d'un thème ou sujet que j'ai choisi, ou bien je peux donner libre cours à mon imagination. Je peux visiter un paradis ou entrer en contact avec un maître donné. Les possibilités sont nombreuses. On est souvent en mesure de conclure le rêve selon son désir. Cela peut constituer un critère du progrès que l'on a fait. Examinons ceci de plus près. Comme je l'ai dit plus haut, il existe, outre la pratique elle-même, une préparation au travail sur le rêve. En ce qui concerne cette préparation, il est conseillé de faire une retraite pour s'exercer d'abord à la concentration sur les 6 syllabes et à leur purification. Après quelque temps de cet exercice, il se peut que de nombreux rêves désordonnés apparaissent. C'est signe que la préparation est achevée et que l'on peut maintenant aborder la pratique. La pratique comporte 3 points essentiels. Le premier est d'examiner le rêve, le deuxième de le contrôler et le troisième de distinguer et de reconnaître les bakchag ou empreintes karmiques. Avant de s'endormir chaque soir, il est conseillé de détendre le corps, par exemple au moyen de bains et de massages. Il faut alors décider avec une ferme détermination de progresser sur la voie de la pleine conscience et de la lucidité dans les rêves. Ensuite, on peut, au début, s'aider des positions efficaces déjà mentionnées qui facilitent la pratique. Ainsi, on se couche sur le côté, droit étant lié à la vacuité et gauche à la clarté, et on ferme la narine correspondante avec un doigt de la main approprié placé sous la joue. En fait, le côté droit régit la vacuité ou lui permet d'opérer, tandis que le côté gauche aide la clarté à entrer en action. Il peut être préférable au début de reposer sur le côté gauche, favorisant ainsi la clarté, le travail sans contrainte de la droite. Plus tard, quand la pratique sera devenue stable, la position n'aura plus d'importance. S'il vous semble que vous n'avez pas rêvé, ou si les rêves ne vous ont laissé qu'un vague souvenir, cela signifie que votre sommeil était trop profond. Dans ce cas, rajoutez des oreillers, employez des couvertures plus légères ou moins nombreuses, laissez entrer davantage d'air et ou de lumière dans l'endroit où vous dormez, ou allez dormir dans un lieu plus aéré. Si les rêves n'apparaissent pas régulièrement, vous pouvez expérimenter avec les positions qui vous semblent confortables, sur le côté gauche ou le côté droit. Si les rêves n'apparaissent toujours pas, concentrez-vous sur le chakra de la gorge et visualisez un A rouge. Si cela vous est difficile, contentez-vous d'une boule rouge. Si vous ne vous souvenez toujours pas de vos rêves, visualisez la lettre ou boule rouge de plus en plus lumineuse chaque nuit. Si la difficulté persiste, pensez à une perle blanche sur votre front, à l'emplacement du 3e œil. Et si rien ne se produit, visualisez la perle blanche luisant d'un éclat qui s'accroît chaque nuit. Ce n'est que dans le cas où on ne se souvient pas de ses rêves qu'on se concentre de cette façon. Si vous n'avez pas maîtrisé la lucidité, c'est-à-dire la conscience que l'on rêve pendant le rêve lui-même, vous devriez alors, pendant la journée, vous rappeler continuellement que tout ce que vous voyez et tout ce qui est accompli n'est autre qu'un rêve. En voyant toute chose comme un rêve tout au long du jour, le rêve et la conscience seront intimement mêlés. Ensuite, avant de vous endormir, continuez à vous concentrer avec application sur le A rouge dans la gorge.
Ainsi, vous vous endormirez avec l'attention fixée sur ce A. Le fait de se concentrer de cette façon avant de s'endormir unit le lung ou prana à la concentration. Occasionnellement, un cauchemar terrifiant pourra survenir. Le fait de devenir instantanément lucide sous le choc est appelé distinguer le rêve par des moyens violents. Parvenir à la lucidité de cette manière est relativement courant. Il vous faudra ensuite continuer à pratiquer la concentration sur le A rouge et graduellement, la capacité de conscience lucide dans des rêves au thème paisible se développera également. Les progrès que vous ferez dans le travail sur le rêve, alors même que la conscience lucide vous sera devenue habituelle, dépendront beaucoup de l'activité de la journée. Une concentration intense sur un thème ou un sujet l'incitera à se manifester. Si vous désirez, par exemple, provoquer le rêve d'une divinité tibétaine, pensez à vous transformer en cette divinité en vous concentrant intensément sur elle. De la même façon, imaginez que vous voyagez ou faire des voyages imaginaires dans des lieux inconnus, voire connus, influera sur vos rêves. Plus tard, vous pourrez par exemple pousser votre voyage jusqu'au paradis, provoquant son apparition dans un rêve. Si vous vous concentrez fortement durant la journée, imaginant que vous vivez un rêve, le rêve lui-même apparaîtra moins réel durant la nuit. Le sujet, cela même qui fait l'expérience du rêve, est l'esprit. En gardant présente la pensée que tout est un rêve, vous commencez à dissoudre ce sujet, c'est-à-dire que l'esprit commence à se dissoudre lui-même automatiquement. Ou, en d'autres termes, quand l'objet ou la vision est dissous, l'action se retourne vers le sujet, provoquant une dissolution complète. Ainsi, la vision ou le rêve cesse d'exister. On découvre que le sujet n'est pas concret et que la vision n'est qu'un reflet. On devient ainsi conscient de la véritable nature des deux. La vision créée par le karma et par la queue psychique ou empreinte de fond est l'origine de toutes les illusions. Si une conscience authentique de la nature illusoire de la réalité se lève, on parvient à la disparition de la réalité concrète. La réalisation consiste en une véritable compréhension de l'état de veille et de l'état de rêve. Si vous connaissez la nature véritable du rêve, vous serez ensuite capable de le transformer. Si par exemple vous rêvez d'un serpent, vous pourrez, au moment où vous reconnaissez que vous rêvez, transformer le serpent en ce qui vous plaît, disons un homme. Ainsi, ce n'est pas le rêve qui contrôle le rêveur, mais le rêveur qui contrôle le rêve. Quand vous aurez acquis la capacité de modifier un rêve, développez votre habileté en bouleversant les éléments du rêve. Par exemple, en mettant à l'ouest ce qui était à l'est, en multipliant ou en condensant les éléments, en mettant les choses la tête en bas, en mettant dessus ce qui était dessous, ou en rapetissant ce qui était grand. Ce procédé s'applique non seulement aux formes, mais aux sensations. Si vous rêvez d'un événement agréable, transformez-le en un événement désagréable. Intervertissez tout systématiquement. Si vous éprouvez de la difficulté à transformer les visions du rêve, la raison peut en être que trop d'images du passé, de l'enfance par exemple, voire de vie antérieure, se manifestent. Dans ce cas, on pourrait dire que les rêves sont influencés par la queue psychique ou arrière-plan. La difficulté à transformer un rêve de ce genre est considérable, alors que si l'on rêve d'objets ou d'événements liés au présent ou à des situations et incidents récents, la transformation est beaucoup plus aisée. Si l'on rêve d'événements qui ne sont pas produits, par exemple de pays ou de personnes inconnues, il peut être extrêmement difficile de conclure le rêve ou d'épuiser l'état de rêve. Si les trois phénomènes se manifestent en même temps, entremêlés et confondus, cela indique que le processus de transcender l'état de rêve sera long et extrêmement difficile. Si des obstacles nous empêchent d'atteindre au dépassement ultime des rêves, nous devons nous engager plus fermement et prier de progresser. Au cours d'une transformation délibérée, des images spontanées peuvent apparaître. Si par exemple vous rêvez que vous vous trouvez dans une forêt et décidez de changer la situation en vous plaçant dans un désert, certaines des données qui apparaîtront pourront être différentes de ce que vous aviez l'intention de projeter. À mesure que l'on progresse et que l'on parvient à maintenir une conscience méditative, des expériences de clarté se manifestent spontanément.
Dans la progression vers la maîtrise de l'état de rêve, la technique principale qui vient ensuite est de mêler la vision de l'état de veille et les rêves. Introduisez constamment votre conscience dans les rêves. Dès que le rêve se manifeste, soyez instantanément conscient qu'il est irréel. Il faudra également introduire cette reconnaissance de l'irréalité dans votre vision quotidienne. À mesure que nous développons notre conscience de la nature du rêve, nous pouvons mettre les rêves à profit pour approfondir notre conscience au sein de la méditation. Par exemple, un méditant qui pénètre jusqu'à la nature de la vision, de l'existence phénoménale, découvrira quelle est vacuité. Cette perception de la vacuité de la vision pourra alors être transférée dans le rêve. Si tandis que vous rêvez, vous êtes non seulement conscient que vous rêvez, mais également que toute vision est une illusion, vous pénétrez au cœur de la vacuité. Un rêve pourra ainsi être transformé en connaissance du vide, shunyata. Bien que la conscience de la nature véritable du rêve puisse rehausser la conscience dans la méditation, il existe un danger qu'après avoir développé l'habileté de transformer les images des rêves, on ne s'y attache. L'attachement doit être surmonté. Il y a 3 moyens principaux de trancher l'attachement par le biais des expériences de rêve. Premièrement, durant la journée, ne vous appesantissez pas sur les rêves que vous avez faits. Deuxièmement, alors même que vous rêvez, observez sans juger, sans plaisir et sans peur, que les visions vous semblent positives ou négatives. En effet, la réaction contraire pourrait provoquer de la joie ou de la tristesse, c'est-à-dire de l'attachement. Troisièmement, autant pendant le rêve qu'après, ne clarifiez pas ce qui est sujet et ce qui est objet. N'essayez pas de déterminer, parmi les images qui apparaissent, lesquelles sont réelles. En procédant de cette façon, vous découvrirez que les rêves complexes se simplifieront peu à peu, deviendront plus légers et finiront par disparaître complètement. Ainsi, tout ce qui était conditionné sera libéré. À ce point, les rêves cesseront. De même que vous devriez vous efforcer de demeurer continuellement dans l'état de contemplation, vous devriez vous efforcer d'accomplir chaque soir la pratique de la lumière naturelle. Pour chaque moment et chaque activité, il existe une manière d'effectuer la pratique Dzogchen. Si cependant la pratique Dzogchen de la nuit vous paraît difficile et si vous avez davantage d'expérience relativement à la pratique des rêves de style tantrique, si vous avez reçu une initiation concernant une divinité particulière, il pourrait alors vous être utile de persévérer dans votre pratique tantrique. Par exemple, si vous faites la pratique de Vajrayogini, vous devriez, au moment de vous endormir, essayer de visualiser une Vajrayogini minuscule au centre de votre corps. Nous nommons cet être minuscule Jnana Sattva, ce qui signifie manifestation de sagesse. Maintenez cette présence et continuez à dormir. Il existe d'autres pratiques de visualisation analogues au Guru Yoga dans les pratiques de rêve tantrique. Par exemple, vous pourriez visualiser Vajradhara comme tous vos gourous fondus en un et vous représentez cette visualisation au centre de votre corps. Vous gardez la présence de cette visualisation, vous vous détendez et très très lentement vous vous endormez. Étant donné que ce sont des exercices tantriques, vous devriez pratiquer uniquement les instructions spécifiques que vous recevez de votre maître. Dans le Dzogchen, au contraire, nous effectuons habituellement la visualisation du A blanc, comme décrit plus haut, dans le but d'équilibrer l'énergie. Nous le visualisons au centre de notre corps. Après nous être représenté ce A blanc lumineux, nous nous détendons doucement mais complètement, tandis que nous effectuons cette visualisation afin de ne ressentir aucune tension. Si nous ne sommes pas complètement détendus, nous serons incapables de nous endormir. Nous devrions exprimer ce A blanc spontanément, sans penser, sans rien créer, puis relâcher tous nos efforts et nous endormir. Afin de vous rappeler de visualiser le A blanc et d'accomplir la pratique Dzogchen de la nuit, il vous sera très utile de placer la reproduction ou le dessin d'un A blanc près de votre lit. Personne ne saura ce que c'est, les gens penseront peut-être que c'est une création artistique. Par contre, vous connaîtrez, vous, sa fonction précise. Il est également très important de vous rappeler la pratique du A blanc le matin quand vous vous éveillez.
Si c'est possible, vous pouvez émettre immédiatement le son « A ». Si cela ne peut être fait à voix haute parce que quelqu'un d'autre dort, vous pouvez vous contenter de murmurer un « A » à l'expiration, à condition que vous puissiez vous entendre et sentir la présence de ce « A » blanc. C'est une méthode du Guru Yoga. Il ne s'agit pas de prononcer beaucoup de paroles ou de prières, mais d'avoir la présence de ce « A » blanc et de reconnaître que le « A » est l'unification de l'esprit de tous vos gourous. Vous vous intégrez alors à un état de contemplation ou rikpa. C'est une manière merveilleuse de commencer votre yoga du matin et cela vous aidera grandement dans vos pratiques, particulièrement celles de la nuit. Vous établissez une sorte de connexion en vous souvenant du A blanc le matin et à nouveau le soir quand vous vous endormez. Si vous maintenez la présence du A blanc pendant votre sommeil, vos rêves seront plus clairs. Ils deviendront associés à la clarté et très, très lentement, vous développerez une conscience plus grande. Si vous êtes conscient pendant le rêve, vous pourrez expérimenter bien des choses dans l'état de rêve. Il est plus facile de développer vos pratiques au cours d'un rêve que dans la journée. Pendant le jour, nous sommes limités par notre corps physique, mais dans le rêve, rien n'entrave le fonctionnement de notre esprit ni la conscience de nos sens. Nous pouvons jouir de davantage de clarté. Ainsi, de plus grandes possibilités se révèlent. Il est possible, par exemple, de s'exercer aux pratiques dzogchen avancées du Togel et du Longde. Si vous effectuez ces pratiques pendant la journée, vous aurez certainement des expériences de méditation, mais dans un rêve, il vous sera possible d'avoir des expériences au-delà des limitations du corps physique. C'est pourquoi la pratique est si importante. Dans la journée, tout ce dont nous faisons l'expérience est conditionné dans une large mesure par notre attachement et nos tensions. Tout nous semble concret. Dans un rêve, tout peut au départ nous sembler concret, mais nous pouvons soudain nous souvenir que c'est un rêve. Quand vous êtes conscient pendant un rêve, vous savez que vous rêvez et que rien n'est réel. Vous savez que vous êtes dans un état d'irréalité. Une fois que vous avez expérimenté cela, vous pourrez également faire des découvertes relativement à votre vie quotidienne, telles celles de vos principaux attachements. Il en résultera en définitive une diminution de vos tensions. Pour ceux qui éprouvent de la difficulté à maintenir le type de présence que j'ai décrit, la pratique de la retraite obscure est très utile. Après 2 ou 3 jours passés dans l'obscurité, on perd le sens du jour et de la nuit. Le sommeil devient de plus en plus léger. On dort, on s'éveille, on dort, on s'éveille. Une retraite de ce genre offre une bonne opportunité de développer la présence à soi-même et la clarté. Dans cet environnement, on découvre plus aisément ce que cela signifie de maintenir cette présence quand on dort. De cette façon, l'état de veille et l'état de sommeil sont intégrés. Généralement, pour un pratiquant, les signes de progrès se manifestent principalement au cours des rêves. Parfois, une intervention à l'intention du pratiquant a lieu dans un rêve. Par exemple, si j'ai agi d'une manière inappropriée, je puis recevoir une communication par l'entremise d'un rêve. Cela peut venir comme une transmission de l'enseignement ou par l'intermédiaire des protecteurs de l'enseignement ou des dakinis. La transmission reçue au cours des rêves peut permettre de résoudre de nombreux problèmes. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre maître soit complètement à votre disposition, en chair et en os, pendant toute votre vie. Par exemple, j'étais en Italie depuis environ 3 ans quand je rêvais de mon maître Changjug Dorje. Dans ce rêve, j'avais réellement l'impression d'être retourné au Tibet. Cela me semblait très réel et j'avais un peu peur des Chinois. Je m'inquiétais et je me dis « Qui sait si les Chinois me laisseront ressortir ?» Puis je rencontrai mon maître. J'étais gênée parce que j'avais l'intention de le saluer brièvement, puis de m'en aller et de retourner en Italie. Mon maître me dit « Cela fait bien des années que nous ne nous sommes pas vus. Comment va ta pratique ?» Je lui décrivis comment elle se déroulait. « Quelle pratique fais-tu » Je lui expliquai que je faisais de mon mieux pour appliquer la pratique du Trechod à ma vie quotidienne. « Tu ne pratiques pas du tout le Togel » continua-t-il. Eh bien non, je n'ai pas pratiqué le Togel. Et pourquoi ? Eh bien, vous m'aviez dit qu'il fallait d'abord que ma pratique du Trechod soit parfaite, qu'il fallait qu'elle soit devenue très stable. Alors je travaille à perfectionner mon Trechod et à le stabiliser parfaitement.
As-tu des doutes sur ta connaissance du togel ? Me demanda-t-il alors. Non, je n'ai aucun doute. C'est seulement que je ne l'ai pas pratiqué. Eh bien, il est temps que tu t'y mettes. Fais la pratique du togel, c'est très important. D'accord, c'est ce que je ferai dorénavant. Écoute, dit-il, si tu as des doutes sur le togel ou s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas clairement, va demander à Jigme Lingpa. Où se trouve Jigme Lingpa ? Là-haut dans la montagne, dans une grotte, répond-il. Où là-haut ? Demandai-je, car tout de suite, derrière le village où habite mon maître, se trouve une falaise à pic. Quand je vivais auprès de lui, j'allais très souvent sur la montagne cueillir des plantes médicinales. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de grotte là-haut. Du moins, en ce temps-là, il n'y avait pas de grotte. Je pensais en moi-même. Pourquoi me dit-il qu'il y a une grotte là-haut ? Le maître fut courroucé et dit « Si tu veux vraiment comprendre quelque chose, tu iras là-haut trouver Jigme Lingpa dans cette grotte. » Alors je cessai de discuter. J'étais piqué de curiosité. Je sortis et commençai à escalader la montagne pour voir où se trouvait la grotte. Une partie de la paroi rocheuse est blanche, mais dans le rêve, je la trouvais un peu différente de ce que je connaissais. D'innombrables lettres que je pouvais lire en tibétain y étaient gravées. Cela ressemblait à un tantra, je pensais. Voilà qui est étrange. Ce n'était pas ainsi auparavant. Et je me fis cette remarque. Et oui, à force de marcher sur ce tantra et de l'escalader, je vais accumuler des mauvaises actions. C'est la façon tibétaine de voir les choses. Préoccupé par ce problème, je commençai à réciter le mantra des 100 syllabes. Puis très très lentement, je continuai à grimper. À un certain point se trouvait une sorte de rocher arrondi sur lequel je devais monter. Ce rocher ressemblait à une page de titre contenant le titre du tantra que je venais d'escalader. Il signifie « au-delà des concepts ». Ça veut dire clarifier le sens et l'essence. Je découvris plus tard qu'il existe effectivement un tantra de ce nom. Je continuai à grimper et m'approchai très lentement du sommet même de la montagne. Il y avait une grotte de belles proportions. Je m'approchai et regardai à l'intérieur. Tout à fait au centre se dressait un rocher, une pierre ronde et blanche, dure et semblable à du granit. Ce n'était pas une petite pierre, mais un gros rocher rond. Un petit garçon y était assis. Je suis sûr qu'il n'avait pas plus de 7 ou 8 ans. Je regardai autour de moi, il n'y avait personne d'autre. Je pensais en moi-même. Voilà qui est étrange. Jigme Lingpa vivait il y a longtemps. Il ne pourrait pas être un petit garçon de cet âge. Pendant ce temps, ce petit garçon me regardait. Je me dis, bon, puisque mon maître m'a dit de venir ici et de rencontrer Jigme Lingpa, qui sait ? C'est peut-être une sorte d'émanation de lui. Je pensais qu'il valait mieux que je me conduise convenablement envers lui. J'allai donc droit à lui. Il portait un vêtement semblable à une chemise bleue transparente et rien d'autre. Il avait les cheveux longs mais pas relevés comme ceux d'un yogi. Il avait l'air d'un petit garçon tout à fait ordinaire. Je trouvais cela plutôt étrange. J'allai me placer juste devant lui et dis « Maître Changchug Dorje m'envoie. » Le petit garçon me regarda. Il avait l'air presque surpris d'entendre cela. L'examinant, je commençais à douter de lui, mais j'observais ce qu'il faisait. Finalement, il me fit signe de m'asseoir. Quand ce fut fait, il leva le bras et, touchant l'arrière de sa tête, il ramena un rouleau de papier et un manuscrit. Il l'ouvrit et commença à lire. Sa voix était celle d'un petit garçon, mais il ne donnait pas d'enseignement ou d'explication. Il se contentait de lire et lut de la sorte 4 ou 5 phrases. Dès que j'entendis sa voix, je compris que le manuscrit était un tantra. À ce moment précis, cette pensée me frappa. Oui, c'est vraiment Jigme Lingpa, parce qu'un petit garçon ordinaire ne pourrait pas produire un manuscrit et le lire de cette manière. Et avec cette émotion, cette pensée saisissante, je m'éveillai. Plus tard, je fis des recherches minutieuses pour trouver ces textes et je trouvai des textes spécifiques sur la pratique Dzogchen du togel. C'est un exemple du fait que la relation entre maître et disciple existe toujours, indépendamment de questions de temps et de distance. Mon maître était très loin au Tibet et je vivais en Europe. Voilà quelques exemples de ce qui est possible dans les rêves lorsqu'on progresse dans sa pratique. Si vous vous endormez avec la présence du A, il se peut que le matin, à votre réveil, vous vous aperceviez qu'elle ne vous a pas quitté.
Vous pourrez alors supposer que vous avez passé toute la nuit en pratique. Comme la nuit est plutôt longue et qu'on ne peut rien faire d'autre que dormir, il est très important de bien employer ce temps. Pour un pratiquant, la nuit peut devenir plus importante encore que la pratique du jour. Le but final de la pratique du rêve est que les rêves deviennent conscience et qu'à ce point ultime, ils cessent. Vous utilisez votre pratique pour que vos rêves influent sur votre vie quotidienne. C'est là la pratique fondamentale de la nuit.